Voilà, ben donc il est 21 heures. Je pense qu'on va peut-être pouvoir y aller. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup sur la présentation. Vous avez eu quelques minutes pour la lire. Je pense qu'il y en a certains qui me connaissent et puis ben, les autres, voilà. Donc rapidement, je suis gérant de la société Agest qui s'occupe de formation de trading. Je travaille depuis maintenant quelques mois, même un an, avec Gilles de boursicoté.com. On va s'associer pour justement essayer de vous proposer un service de formation un petit peu plus large que ce que je pouvais faire seul et ce qu'on pouvait faire seul chacun de notre côté. Voilà, et puis en parallèle, enfin en parallèle, c'est quand même mon activité principale, je suis gérant de portefeuille sous mandat par l'intermédiaire d'une société de bourse française, donc avec tous les agréments qui vont bien. Voilà, c'est pas le but du sujet, c'était juste pour me présenter et on va donc pouvoir démarrer le webinaire. Voilà, donc avec le sommaire normalement qui doit se mettre sous vos yeux. Donc on va démarrer avec quelques rappels de money management et sur la notion de gestion du risque. Donc c'est quelque chose qui est très important en bourse et qui fait souvent la différence entre les investisseurs qui perdent ou qui gagnent de l'argent. Donc c'est un sujet qui n'est pas forcément souvent abordé, mais bon, là on ne va pas faire un balayage complet du money management, mais c'est bien de faire au moins quelques rappels, donner quelques notions de base. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet du webinaire de ce soir, donc sur les tendances. Donc on va voir un setup de trading en tendance. Donc on va d'abord voir comment décrypter, reconnaître les tendances graphiques. On va voir ensuite les indicateurs qu'on utilisera, rien de bien méchant à ce niveau-là. Et puis derrière, on va rentrer dans un petit peu le vif du sujet, justement, sur savoir comment intervenir sur les tendances, trouver le bon timing. Et puis on verra dans le point 5 comment gérer sa position une fois qu'on est sur le marché. Et puis on terminera par quelques exemples justement que j'ai tirés des dernières semaines du marché pour voir justement illustrer un petit peu ce qu'on aura vu durant ce webinaire. Voilà. Écoutez, il n'y a pas de souci. Et puis alors, une première question. Voilà. Donc la présentation sera peut-être disponible après le webinaire. Alors, préférez plutôt des questions pour tout le monde, que tout le monde puisse en profiter, ce sera plus simple. Et puis ça évitera qu'à la limite, plusieurs questions identiques soient posées. Voilà. Donc il suffit de faire le message, en fait, l'envoyer à tous les participants et normalement tout le monde peut en profiter. Voilà, donc la présentation sera-t-elle disponible après le webinaire? Ben, je pense, il faudra que je valide ça avec CMC Market qui nous propose d'organiser, enfin qui organise ce webinaire. Donc bon, je validerai ça avec eux à la fin, mais a priori il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible. Voilà, allez, on attaque avec donc le money management. Alors, c'est juste mon système qui a l'air bloqué. Ça ne veut pas passer à la diapo suivante. Voilà, ça vient. Très bien. Voilà, donc on va donc aborder le money management et voir comment définir la gestion du risque. Donc on va commencer par une petite définition, un bref rappel donc sur ce que c'est que le money management. Donc c'est tout simplement savoir gérer correctement ses positions, ses gains et ses pertes pour en fait une meilleure maîtrise du risque et un meilleur contrôle. D'accord? Donc bon, ça veut tout dire et pas dire grand-chose à la fois. Donc on décompose ça en fait en deux parties, c'est-à-dire d'abord gérer un risque position par position. Quand on prend un trade, savoir identifier le risque qu'on est prêt à prendre par rapport à ce trade-là, et puis un risque d'ensemble au niveau du portefeuille. Alors souvent, le money management se résume à la détermination de la taille des positions. C'est une étape importante, mais c'est quand même un moyen, plus qu'autre chose, qui ne doit pas nous faire oublier les objectifs, qui est donc de minimiser les pertes et préserver le capital. C'est la première des étapes, donc pour éviter de prendre trop de risques et éviter la ruine. Hein. Et puis derrière, bien sûr aussi, dans un deuxième temps, c'est de maximiser et protéger les gains quand on en a. Alors on va voir ça de façon pratique, comment ça se déroule. Alors il y a visiblement toujours des petits délais pour le passage d'une diapo à l'autre. Voilà, donc comment on va voir pour satisfaire aux objectifs qu'on a vus précédemment. Donc on va d'abord bien sûr au niveau du risque de position définir les objectifs et le niveau de stop. Ça c'est votre système de trading qui va vous le donner. Et puis une fois qu'on a fait cette étape-là, on va déterminer la taille des positions en fonction du risque qu'on est prêt à prendre par rapport à l'ensemble du portefeuille. Donc les deux choses sont liées. Donc on part du système de trading qui va vous donner vos niveaux d'achat ou de vente, vos objectifs et vos stops.
Et à partir de là, on va en découler la taille des positions qui va pouvoir être acceptable. Voilà, donc le cheminement, on évalue d'abord le risque portefeuille, c'est-à-dire combien je suis prêt à perdre sur mon portefeuille sans, entre guillemets, remettre en cause mon approche et me sentir mal d'un point de vue financier et psychologique. Alors ça, c'est quelque chose de très personnel. Il y a des gens qui peuvent mettre un petit capital, entre guillemets, pour jouer et qui vont être prêts à le perdre quasiment en totalité. Il y en a d'autres pour lesquels le capital va être plus important et ils ne pourront pas, entre guillemets, se permettre de perdre plus de 10, 20, 30%. Bon, dans tous les cas, même si c'est pour jouer, je vous invite à considérer plutôt une perte acceptable pas trop importante. Je dirais que même si vous êtes prêt à perdre votre capital parce que c'est une petite somme que vous avez mis pour jouer, si au bout de quelques semaines ou quelques mois vous voyez le capital fondre, c'est qu'il y a quelque chose sans doute qui ne va pas. Soit c'est au niveau de votre approche de gestion, les signaux de trading et autres, la méthode qui n'est pas bonne, soit c'est dans votre gestion psychologique, dans votre money management, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc n'attendez pas d'être à moins 50 ou moins 80% pour vous poser des questions. Donc je pense que déjà 20 ou 30%, c'est déjà une marge de manœuvre acceptable et suffisamment ample pour vous permettre de tester une approche et de valider que ça fonctionne bien avant de tout stopper. Donc on calcule, on évalue d'un point de vue théorique la perte qu'on accepte sur le portefeuille et en fonction de ça, on va derrière, alors c'est le plus difficile, c'est évaluer le nombre de pertes successives susceptibles de se produire, c'est-à-dire combien de trades perdants d'affilée vous pouvez faire, ou quand je dis d'affilée, sur une série de 20 trades, si vous en faites 18 perdants ou 15 perdants, ça peut vous mettre en danger. Donc essayez d'évaluer cette probabilité-là. Derrière, à partir de là, on va en déduire la perte maximale acceptable par trade. Et puis, en fonction de la position du stop, on en déduira la taille de la position. Donc, ça vous paraît peut-être un petit peu compliqué comme ça. On va voir un exemple. Ça deviendra plus clair justement par la suite. Alors, quelques rappels, justement, je disais tout à l'heure, quand il faut définir la taille maximale des pertes acceptables pour le portefeuille, quelques petits rappels, c'est-à-dire quand on perd 10%, c'est pas encore trop grave, c'est-à-dire que pour revenir à l'équilibre, il faut gagner 11%. Quand on perd 20%, c'est déjà un petit peu plus compliqué, il faut regagner 25%. Quand on commence à perdre 30%, il faut faire 43% de plus-value pour revenir à l'équilibre. Quand on commence à avoir perdu 50%, déjà, il faut doubler le capital pour revenir au point de départ. Donc on voit très bien que ça devient de plus en plus compliqué, d'où l'intérêt de ne pas laisser trop courir les pertes, parce que derrière c'est de plus en plus difficile de revenir ne serait-ce qu'à l'équilibre, sans parler de l'aspect psychologique où effectivement on perd confiance et ça devient encore plus compliqué. Donc la perte acceptable sur le capital est quand même primordiale à définir au départ. Voilà, donc une fois qu'on a défini cette perte-là, on va essayer d'évaluer le risque de ce que j'ai appelé une série noire, c'est-à-dire des trades perdants consécutifs ou rapprochés. Donc c'est le plus difficile parce qu'on n'a pas forcément une méthode de gestion qui soit bien définie, bien carrée, avec un historique suffisamment précis pour pouvoir définir ce genre de choses. Donc pour vous donner une idée, je suis parti d'une méthode qui donne un trade gagnant sur deux. À la limite, on tire à pile ou face le matin pour prendre une position à l'achat ou à la vente. Normalement, on doit arriver sur quelque chose qui nous donne un trade gagnant sur deux. Alors, si on prend une telle approche, on a, c'est des statistiques toutes bêtes, une chance sur 4 d'aligner 2 trades perdants consécutifs, une chance sur 8 d'en aligner 3, une chance sur 16 d'en aligner 4, et ainsi de suite, jusqu'à, je me suis arrêté là, une chance sur 1024 d'en aligner 10. Alors, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, une chance sur 1024, mais il suffit que vous fassiez, je ne sais pas, 3, 4, 5 trades par jour, et vous vous rendrez compte vite fait que dans l'année, vous allez avoir sans doute une ou deux ou trois séries de 10 trades perdants consécutifs. Donc, ce n'est pas complètement négligeable, et même si vous ne faites qu'un trade par jour, au bout de 2-3 ans, vous êtes susceptible de rencontrer ce genre de cas de figure. Donc, voilà, il faut quand même bien se mettre dans ce cas de figure-là. Trader pendant 2-3 ans avec succès, puis si au bout de la troisième année, c'est pour se faire griller sur juste une mauvaise série, c'est un petit peu dommage. Et puis là, c'est juste des statistiques comme ça, mais on peut très bien aligner 8 trades perdants, faire un trade gagnant, et en aligner encore 6 ou 7 derrière perdants. La probabilité est peut-être un peu plus forte encore qu'une chance sur 1024, et les résultats peuvent être catastrophiques. Donc, c'est quand même assez important. Si on n'arrive pas à déterminer cette statistique-là, savoir combien de trades perdants je risque de faire à la suite,
bah, il vaut mieux prendre un petit peu de marge de manœuvre et se dire, bon voilà, quand je suis dans une méthode qui donne un trade gagnant sur deux, peut-être essayer de se protéger de 10, 12, 15 trades d'affilée, sachant que l'approche que vous allez avoir normalement devrait vous donner un meilleur pourcentage qu'une chance sur deux de gagner. Logiquement, si votre système est bon, il doit vous donner peut-être 2 tiers de signaux gagnants ou quelque chose comme ça. Donc normalement, il vaut mieux prendre un peu plus de précautions que d'être trop léger à ce niveau-là. Alors, on va continuer donc avec juste 2, 3 petites formules. Je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est juste pour bien préciser les choses et on va se focaliser sur l'exemple. Donc, on définit la perte maximale acceptable sur le capital, donc que j'ai appelé perte capitale. Le nombre maximal de pertes consécutives, donc j'ai mis un petit point d'exclamation parce que c'est consécutif ou sur un ensemble de X positions, on en a Y qui sont perdantes. Donc, je l'ai appelé nombre de pertes. Tout simplement, l'exposition par trade, ça sera la perte en capital divisé par le nombre de pertes. Alors un petit exemple, si j'ai défini 30% de perte capitale acceptable sur mon capital, j'ai défini une approche qui me donne en théorie maximum 10 pertes consécutives, ben, l'exposition par trade sera tout simplement de 30 divisé par 10, donc de 3% du capital. On retrouve bien, si je perds 10 fois de suite 3% du capital, j'aurais perdu 30% de mon capital. Voilà, sachant que bien sûr la perte potentielle de chaque trade découle du scénario et donc du positionnement du stop. Donc on va en pouvoir derrière en déduire la taille de la position. Donc cette taille de la position que vous devez voir maintenant affichée, c'est tout simplement l'exposition par trade divisée par la perte du trade multipliée par 100, puisque chaque donnée est exprimée en pourcentage. Donc on passe direct à l'exemple pour que ça soit plus concret. On a vu tout à l'heure que l'exposition par trade avec les paramètres qu'on avait pris, c'était 3% du capital. Donc si on a une perte par trade qui est de 10%, donc on imagine que, alors, hop, pardon, excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Voilà, on revient à la diapo. Donc, imaginons que le système et le positionnement du stop nous donnent une perte de trade qui est à 10%, c'est-à-dire un stop placé à 10% en dessous du point d'entrée. Tout simplement, la taille de la position, en appliquant la formule, nous donnera 30% du capital. Donc, sur un trade comme ça, on pourra placer 30% du capital tout en respectant les règles de money management. Donc, si on a un capital de 10 000 euros, par exemple, on pourra prendre tout simplement une position de 3 000 euros, soit approximativement un CFD-CAC à 1 euro le point. D'accord? Donc, ceux qui, alors, c'est un exemple comme ça, mais ceux qui, avec un capital de 10 000 euros, traitent plusieurs contrats futurs, on voit très vite que, ne serait-ce qu'avec une approche comme ça, basée sur des règles assez standards, on est peut-être sur des niveaux de risque qui sont sans doute un peu élevés et qui, au bout de quelques mois ou plus, risquent à un moment donné de vous conduire à la ruine. Donc, à quoi ça correspond 10% de perte? 10% d'investissement, c'est 300 euros ou 300 points sur le CAC. Donc, on a quand même de la marge. Là, c'est effectivement, j'ai pris l'exemple d'une perte avec un stop relativement éloigné dans une optique de quelqu'un qui ferait du trade en swing ou quelque chose comme ça. Si on prend un exemple d'un swing trader ou d'un trader intraday qui va mettre un stop un peu plus proche mais qui sera encore relativement large à 4%, c'est-à-dire à peu près 140 points si on a un CAC qui est à 3500 points, la taille de la position, ça sera 3% sur 4 multiplié par 100, on arrive à 75% du capital, donc toujours ce capital de 10 000 euros que j'ai pris en exemple, donc ce qui revient à 2 contrats CFD-CAC à 1 euro le point. C'est déjà un petit peu mieux, c'est pas encore extraordinaire non plus. Mais c'est important si vous voulez durer de ne pas prendre des positions non plus trop importantes. Et puis si on prend le cas d'un day trader ou d'un scalper qui va mettre des stops relativement proches à 1%, ben dans ce cas-là, c'est-à-dire à peu près 35 points pour un CAC qui est à 3500, ben la taille de la position va être de 30 000 euros. Donc là déjà, tout de suite, par rapport au capital, on voit qu'on est déjà avec un effet levier 3 par position, ce qui nous permet de travailler avec 8 contrats CFD-CAC à 1 euro le point, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant, mais on a en contrepartie effectivement un stop qui est relativement rapproché sans être non plus excessif quand on fait du scalping ou du trading intraday. 1%, c'est déjà pas mal. Voilà pour ces exemples-là. Donc on y reviendra à la fin du webinaire s'il y a des questions. Et puis on va rentrer maintenant justement dans le vif du sujet pour voir plus en détail les tendances et notre setup de trading. Voilà, donc on va commencer pour voir comment décrypter et reconnaître les bonnes tendances graphiques. Donc on s'est appuyé tout simplement sur la loi de Dow, donc Dow qui est à l'origine de la création du Dow Jones et autres. Donc il a défini 3 types de tendances: tendance primaire à long terme, tendance secondaire moyen terme et tendance tertiaire court terme.
D'accord? Donc chaque tendance, on va en fait définir des points hauts et des points bas significatifs et qui vont permettre de définir la tendance. Une tendance haussière, tout simplement, sera définie par des points bas et des points hauts de plus en plus hauts. Inversement, une tendance baissière se définit par des points bas et des points hauts de plus en plus bas. Alors on va voir ça sur un petit graphique, tout simplement. On a ici un graphique qui est un graphique journalier du CAC. Peu importe de savoir la période, c'était quand même en mars 2009 pour info, enfin de mars 2009 jusqu'à juillet 2009. Donc on a ce graphique-là sur lequel j'ai entouré donc les différents points hauts et points bas, et on voit très bien que sur la première phase de mars, avril, mai à juin, on a des points hauts successifs qui sont de plus en plus hauts. Pareil pour les points bas successifs sont de plus en plus hauts, ce qui permet de définir ce qu'on appelle une tendance haussière. D'accord? Donc une fois que cette tendance-là est définie, il va y avoir plusieurs façons de l'appréhender. Et derrière, il va falloir adapter la prise de position par rapport à cette tendance-là. Donc, quand on a une tendance haussière, on va s'appuyer sur le support haussier. D'accord? La tendance haussière sera définie par ce support haussier-là. Inversement, la tendance baissière se définira sous une résistance baissière. D'accord? Il faut bien prendre, quand on a une tendance comme ça, on a une sorte de canal qui prend forme. Il est bien important de considérer que ce qui définit la tendance haussière, c'est le support haussier, et ce qui définit la tendance baissière, c'est bien la résistance baissière. Alors, il y a une petite question, j'y reviens tout de suite. Et donc, je termine sur cette diapo-là. Donc, l'entrée en tendance optimale se fera naturellement au contact de l'un de ces repères. Donc, quand on est en tendance haussière, on essaiera de prendre contact à proximité du support haussier. Quand on est en tendance baissière, on essaiera de prendre position à la vente à proximité de la résistance baissière. Alors, le court terme, moyen terme, long terme, graphiquement, tu le fais sur quelle semaine, mois ou autre? Alors, je veux dire, ça dépend vraiment de votre horizon de trading. Quelqu'un qui va faire du swing, alors excusez-moi, dès que je clique sur ça fait passer une diapo en plus. Donc quand on fait du swing, la tendance court terme, je dirais que ça va être une unité jour. Le moyen terme, ça sera une unité semaine ou éventuellement un mois ou deux. Et puis le long terme, ça sera plusieurs mois à un an ou deux. Ça encore, c'est quelque chose de très personnel. Quelqu'un qui va faire de l'intraday, pour lui, le moyen terme, ça sera la journée, voire même ça sera du long terme pour lui. Le moyen terme, ça sera de quelques heures, et puis le court terme, ça sera quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Donc il n'y a pas de règle. Je veux dire, il faut juste respecter l'unité de temps dans laquelle on travaille, la durée d'investissement que l'on envisage. Après, il suffit juste de définir ce que c'est court terme, moyen terme, long terme, les uns par rapport aux autres. Voilà. Alors, on va passer à la diapo suivante, donc où j'ai repris notre même graphique, on va s'appuyer dessus pendant une bonne partie du webinaire, où derrière, en fonction des points hauts et des points bas, on a essayé de matérialiser quelque part un canal qui encadre l'évolution des cours. Donc on a un canal haussier qui définit la tendance haussière, donc c'est avant tout le support qui va permettre de définir nos niveaux d'intervention. Voilà. Donc bien sûr, une fois que la tendance est définie, il est bien plus profitable de prendre position dans le sens de la tendance. D'accord? Donc la prise de position se fera au niveau du support haussier pour la tendance haussière et inversement pour la tendance baissière, au niveau de la résistance baissière. Alors on va voir justement pourquoi prendre position plutôt dans le sens de la tendance, alors que vous avez souvent tendance, justement c'est le cas de le dire, à avoir envie de travailler à contre-tendance, vous voyez une hausse, vous jugez qu'elle est exagérée, allez hop, on va shorter un petit coup pour essayer de prendre le mouvement dans l'autre sens. Il est toujours préférable de travailler dans le sens de la tendance parce que tout simplement déjà on a la tendance de fond qui est avec nous et un potentiel de gain supérieur. C'est ce qu'on va voir justement sur le graphique qui s'affiche à l'instant. Donc j'ai pris toujours le même canal. On a en vert le potentiel haussier qui est lié à la tendance. Donc si on prend position tout simplement au niveau du canal au début de la flèche verte, on voit que le potentiel de gain il est bien plus important que le potentiel baissier si on prenait position au contact de la résistance au début de la flèche rouge avec un potentiel baissier qui ne représente que le retour sur la base de canal. Et en plus, le temps qui passe nous est favorable quand on est en tendance, puisque à la limite, si le marché met de plus en plus de temps à monter vers le haut du canal, le potentiel de gain va augmenter en même temps. Alors qu'inversement, si on prend une position baissière au contact de la résistance, et que le marché tarde un petit peu à se replier, pendant ce temps-là, le support
la base du canal va monter et va venir diminuer, grignoter le potentiel de gain d'une position à contre-tendance. Donc c'est pour ces raisons-là qu'il vaut mieux toujours favoriser les prises de position en tendance, à condition bien sûr d'être capable d'identifier correctement cette tendance. C'est ce qu'on va voir par la suite. Voilà, donc en fait, dans cette approche-là, comme dans n'importe quelle autre, toute position de trading doit être optimisée à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du point d'entrée et au niveau derrière de la gestion des points de sortie. Dans l'absolu, il faut essayer d'optimiser chaque point pour pouvoir obtenir le meilleur pourcentage de réussite. Donc les opérations d'achat, d'entrée ou sortie doivent correspondre globalement à des zones de points bas. Tout ce qui est achat, il faut essayer d'acheter sur des points bas. Ça peut paraître bête, mais il y en a encore beaucoup qui ont tendance à acheter sur des points hauts au moment où, en tout cas, quand ils prennent leur position. Peut-être qu'après, ce point haut deviendra moins haut et deviendra un point bas, mais en tout cas, c'est toujours délicat d'acheter sur un point haut de marché. De même, quand on vend, essayons de vendre sur des points hauts. On achète sur des points bas, on vend sur des points hauts le plus possible. Alors, tout simplement, on reprend le même graphique. Les points d'achat sont des points plutôt bas au contact du support de la tendance. D'accord? Donc, les points qui sont encadrés en vert. Alors, le premier tout en bas à gauche, c'est un point d'achat qui est facile à dire après coup, mais qui sur le coup ne peut pas être pris, en tout cas sur la base de cette analyse-là, de cette approche en tendance, puisque le canal n'a pas encore été tracé. Donc bien sûr, ce point d'achat qui est indiqué n'en est pas vraiment un. Par contre, le deuxième, le troisième, le quatrième sont des points d'achat et ce sont des points bas par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Par contre, les points cerclés en rouge sont des points hauts. Ce sont plutôt des points de vente. Alors bien sûr, le premier point de vente à gauche, il est plus bas que le suivant, mais quand il se forme à ce moment-là, on est quand même sur un point haut par rapport aux séances précédentes. Il est préférable de vendre sur ces niveaux-là et racheter à la limite quelques séances plus tard quand on est revenu sur des niveaux un petit peu plus bas par rapport à ce qu'on a fait auparavant. Voilà. On va passer à la diapo suivante. Donc, ce qui était déjà dit, donc la position doit être optimisée. On achète sur des points bas, on vend sur des points hauts. C'est vraiment en optimisant chacun des paramètres de la position que la probabilité augmente de façon significative. Ok, donc on va voir maintenant comment définir vraiment cette tendance, comment la détecter et quels indicateurs ont été utilisés dans cette approche. Donc il y en a deux, c'est pas très compliqué, les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger. Donc on va commencer par les moyennes mobiles. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. La définition, vous la connaissez plus ou moins. C'était plus pour l'avoir ici écrite. Donc on distingue juste différents types de moyennes mobiles. Les moyennes mobiles arithmétiques, les moyennes mobiles triangulaires ou les moyennes mobiles pondérées ou exponentielles. Donc on va travailler, nous, dans ce cas de figure-là, avant tout sur la moyenne mobile exponentielle qui a tendance à un petit peu plus coller au cours, mais bon, ce même type d'approche aurait pu être développé avec une moyenne mobile arithmétique. Il n'y a pas forcément de très grosses différences dans beaucoup de cas. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur la définition des moyennes, vous aurez sans doute le support, et de toute façon, vous pouvez trouver pas mal de sites internet sur lesquels les définitions sont reprises. Voilà, donc l'interprétation de ces moyennes mobiles, c'est quand même là que c'est le plus intéressant. Donc, elles sont utiles pour dégager des tendances, d'accord? Donc, on les utilise avec des croisements ou en prenant la direction. Donc, en fonction de la valeur de la moyenne mobile et de son mode de calcul, on va pouvoir définir des tendances court, moyen, long terme, en fonction bien sûr de l'unité de temps qui est prise pour cette moyenne mobile. Donc, il y a certaines moyennes mobiles qui collent un peu plus justement à la tendance. Donc c'est le cas de la moyenne mobile exponentielle, et ça peut permettre justement de définir des bons points d'entrée. Alors bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients. Une moyenne mobile est moins réactive que les courts, mais c'est aussi son intérêt, c'est que ça permet de lisser les mouvements et donc de s'affranchir de quelques faux signaux. Donc naturellement, alors pardon, chaque fois que je clique, décidément, ça a tendance à faire avancer le diaporama. Donc, bien sûr que c'est moins réactif, mais ça permet de s'affranchir des faux mouvements. Donc, on peut pas tout avoir. Disons que si on veut vraiment les mouvements au plus tôt dès qu'ils prennent naissance, on va se baser uniquement sur les cours, mais avec le risque d'avoir des faux signaux. Ou alors, on accepte de démarrer un petit peu plus tard quand la tendance a déjà commencé, mais d'être un peu plus tranquille et éviter les faux signaux. Alors, on va voir ça justement sur un graphique. Donc là, c'est toujours le même graphique sur lequel on a juste positionné une moyenne mobile exponentielle à 20 jours.
donc ce qui est parmi les plus classiques qui sont utilisés. Donc on voit que dans ce cas-là, la moyenne mobile a tendance à bien jouer le rôle de résistance à la baisse, et sur les phases haussières, elle joue le rôle de support. Alors c'est plus ou moins précis, c'est en complément éventuellement d'un canal que vous aurez tracé vous-même, mais dans un cas comme ça, on voit quand même que la moyenne mobile permet d'identifier, de bien cerner la tendance, en tout cas tant que cette moyenne mobile a une pente suffisante. Il y a des périodes où la moyenne mobile est horizontale, et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de s'en servir pour essayer d'identifier des tendances. Voilà, donc voilà pour les moyennes mobiles. On va passer maintenant aux bandes de Bollinger. Donc tout simplement, les bandes de Bollinger sont une sorte d'enveloppe qui permet de cadrer les cours autour d'une moyenne mobile. Donc en fait, c'est deux courbes qui sont distantes de la moyenne mobile de plus ou moins 2 écarts types. Alors je ne vais pas rentrer dans la définition de l'écart type. C'est une notion statistique. On va juste passer. Alors il y a la petite formule, si vous voulez, qui est indiquée là, qui est pour l'appliquer sur Excel, avec plus ou moins 2 standards de déviation, qui est la même chose que l'écart type. Donc en fait, les bandes de Bollinger permettent de caractériser la volatilité d'un marché et tout simplement la probabilité que les cours évoluent de part et d'autre de la moyenne mobile. Donc quand on a des bandes de Bollinger qui s'écartent, ça correspond à une augmentation de la volatilité. Et en général, à un début de tendance, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est le plus fréquent. Et quand on a un resserrement des bandes de Bollinger, on a un essoufflement de la tendance, une baisse de la volatilité. Donc en fait, ces bandes de Bollinger sont tout simplement issues de ce qu'on appelle la loi normale, qui est une loi qui gère des statistiques. Si on prend par exemple une classe de lycée, de collège, de n'importe quoi, on aura de toute façon, a priori, l'âge des enfants ou la taille des enfants qui sera réparti autour d'une moyenne. Je ne sais pas, les enfants qui auront peut-être dans une même classe entre 13 et 18 ans, avec une moyenne autour de 15 ou 16 ans. La loi normale ou loi de Gauss va va permettre d'avoir une répartition de ces résultats-là de façon équilibrée de part et d'autre de la moyenne, avec une courbe qui sera en forme de cloche. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup d'enfants qui seront autour de la moyenne, autour de 15 ou 16 ans. Il y en aura quelques-uns qui seront plus jeunes, quelques-uns qui seront plus vieux, avec une répartition statistique autour de la moyenne. Et la loi normale indique qu'on a, en théorie, 95% des événements qui sont de part et d'autre de la moyenne à plus ou moins 2 écarts types. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le cas d'une loi de répartition statistique normale. En bourse, M. Bollinger a fait l'hypothèse que les cours de bourse évoluaient un petit peu de la même façon et qu'ils étaient répartis de façon équilibrée à 95% à l'intérieur des bandes de Bollinger, c'est-à-dire à plus ou moins 2 écarts types de la moyenne. Alors en pratique, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque l'évolution ne respecte pas une vraie loi normale. En pratique, on est plutôt vers 90, 92, 93% selon le type de marché qu'on utilise. Mais disons qu'en approximation, on considère que ces bandes de Bollinger-là sont plutôt pas mal pour encadrer l'évolution des cours. Voilà. Donc quand on a une bougie qui est totalement en dehors des bandes, on est clairement sur un signe d'exagération, et ce qui signifie éventuellement une probabilité de retournement court terme, ou en tout cas une réintégration des bandes de Bollinger de façon assez rapide, sachant que ces bandes bougent jour après jour. Donc c'est pas parce qu'on sort par exemple à la hausse d'une bande de Bollinger que forcément le marché va se replier. Il va peut-être simplement se stabiliser 2-3 jours, le temps que la Bollinger poursuive son ascension et repasse au-dessus de la dernière bougie. Voilà. Mais en tout cas, on peut considérer que quand on arrive sur les Bollinger, surtout quand on est dans une tendance, on arrive sur des niveaux un petit peu extrêmes statistiquement. Donc on va considérer que ces lignes constituent des bons niveaux d'objectif ou de protection quand on a pris position en tendance. Ok, alors on va voir ça sur un exemple. Donc toujours le même graphique. Alors exagération sur toutes les UT, oui. Alors il faut se méfier quand même de ce qu'on appelle le bruit de marché. Puisque plus on est sur des unités de temps courtes, plus les variations du marché vont être l'effet de moins d'opérateurs ou de petits mouvements, ce qu'on appelle de bruit justement, qui sont pas durables et qui sont pas significatifs. Donc il faut faire attention quand on rentre sur des unités de temps très courtes,
on peut avoir plus d'exagération, plus de sorties de bandes de Bollinger, notamment quand il y a une statistique ou quand il y a quoi que ce soit. On comprend bien que sur une journée, pour que les marchés sortent vraiment des Bollinger, il faut qu'il y ait vraiment un mouvement de fond, il faut qu'il y ait beaucoup d'opérateurs qui se positionnent tous dans le même sens pour forcer le marché à sortir des bandes de Bollinger et à rentrer dans ce qu'on appelle une exagération. Quand on est en 5-10 minutes ou un quart d'heure, il suffit qu'il y ait des fois un petit peu plus de volume et pas grand monde pour faire décaler le marché. Le temps que les opérateurs, les autres s'en aperçoivent et prennent position dans l'autre sens, le marché a eu le temps de sortir des bandes de Bollinger. Donc il faut faire attention aux unités de temps courtes qui sont beaucoup plus piégeuses à ce niveau-là. Et d'ailleurs, cette approche-là, qui a été développée donc avec Gilles de boursicoté.com, elle est faite pour fonctionner jusqu'en 15 minutes et pas en dessous. Ce qui est déjà pas mal, hein. 15 minutes, on a déjà un certain bruit de marché. Dans les exemples qu'on prendra tout à l'heure, il y a des exemples en journalier, en 1 heure, voilà. Il faut bien voir, en fonction des marchés aussi, tous les marchés sont différents les uns des autres, ils n'ont pas la même volatilité intrinsèque, donc faudra bien faire attention. Et puis une dernière chose justement par rapport à ces bandes de Bollinger-là, faites attention à tous les marchés qui cotent maintenant, il y en a beaucoup qui cotent en continu, ou presque, qui en tout cas qui cotent les périodes de nuit ou le matin très tôt, sur lesquelles il y a forcément beaucoup moins de volatilité. On va avoir des bandes de Bollinger qui vont systématiquement se resserrer la nuit, qui vont s'écarter ensuite, et ça va pouvoir générer des faux signaux. Parce que la signification des bougies de la nuit est quasiment nulle. Je veux dire, il vaudrait mieux presque des graphiques qui ne tiennent pas compte de ces bougies-là, parce que derrière, on va avoir des graphiques qui chaque jour se resserrent la nuit, se réécartent dans la journée, sans que c'est forcément une signification particulière. Alors, une petite question. Alors, au-delà des moyennes mobiles et des Bollinger, sur le cas que récemment la tendance est inversée, comment repérer l'inversion de tendance? Alors ça, c'est complètement autre chose. On essaiera peut-être d'y revenir. Olivier, tu rappelleras peut-être la question à la fin. J'ai pas envie qu'on dérive trop et qu'on perde du temps. Ça fait déjà une demi-heure. Donc, on verra si on a un petit peu de temps à la fin de la séance pour revenir là-dessus. Voilà. Donc, on revient sur ce graphique-là, donc avec la moyenne mobile exponentielle qui a été tracée, qui est toujours la même, qui soutient les cours en tendance haussière et qui les retient en tendance baissière, et les bandes de Bollinger qui, elles, ont été construites sur une moyenne mobile arithmétique. Donc, ce qui explique que la moyenne mobile ne soit pas pile au milieu de ces bandes de Bollinger-là. Voilà. Mais on voit très bien ici que, globalement, les cours ont tendance à rester pas mal à l'intérieur des bandes de Bollinger, même au mois de mai, où on a quelques bougies qui ont tendance à sortir à la hausse des bandes de Bollinger, on voit très bien que la séance d'après, en général, le marché se calme, marque une pause le temps que la Bollinger rattrape les cours et qu'on rentre à nouveau dans une phase de marché un petit peu plus normale statistiquement. Je veux dire, on n'est plus en exagération. Voilà, donc, alors, juste un petit message que je lis en même temps. Peux-tu faire un petit rappel d'envoyer les questions à tous les intervenants? Voilà. Alors, pensez bien, quand vous postez vos messages, à mettre à tous les intervenants pour que chacun puisse profiter des questions. D'accord? Voilà. Donc, on a vu maintenant les indicateurs. Donc, c'est des indicateurs vraiment très classiques, hein, moyenne mobile, bande de Bollinger. On va voir qu'avec des indicateurs aussi simples que ça, on arrive quand même à définir une approche qui est intéressante. Donc, on va maintenant voir justement comment trouver le bon timing, reconnaître une tendance et définir les signaux de tendance et d'entrée. Alors, on a vu qu'avec la loi de Dow, on arrive assez facilement à reconnaître une tendance puisqu'il suffit d'identifier des points hauts. Alors, je vais prendre dans tout l'exemple dont on va parler, on va prendre une tendance haussière pour éviter de faire le parallèle avec la tendance baissière, ça sera plus simple à suivre. Donc, une tendance haussière, on a des points hauts successifs de plus en plus hauts, des points bas successifs de plus en plus hauts également. Donc ça, c'est assez facile à reconnaître. Le plus difficile, bien sûr, c'est de savoir quand est-ce que cette tendance démarre et quel va être le bon point d'entrée. D'accord? Donc, on va considérer que le marché rentre en tendance haussière, est en tendance haussière, lorsque les cours évoluent entre la moyenne mobile exponentielle 20 jours, donc qui sert de support, et la Bollinger supérieure. D'accord? La tendance haussière, en fait, sera caractérisée par ce canal-là, marqué par le support qui sera la moyenne mobile exponentielle et la résistance qui sera la bande de Bollinger supérieure. Et inversement, on aura une tendance baissière quand les cours évolueront sous la moyenne mobile et au-dessus de la bande de Bollinger inférieure. D'accord? Donc là, on reprend un graphique. Donc c'est le même graphique qu'on a un petit peu élargi pour pousser jusqu'à la fin de l'année 2009. Donc on voit la première phase où on a la tendance haussière avec les cours qui évoluent bien au-dessus de la moyenne mobile exponentielle et au-dessous de la Bollinger supérieure.
On arrive à l'été 2009 où là le marché commence à s'inverser et on a derrière les cours qui passent sous la moyenne mobile et qui restent coincés sous cette moyenne mobile et qui restent soutenus par la Bollinger inférieure. Et derrière, on repart sur une tendance haussière avec donc à nouveau les cours qui sont supportés par la moyenne mobile exponentielle et qui sont coiffés par la Bollinger. Alors là, c'est un exemple particulier parce qu'on a vraiment une succession d'une tendance haussière, d'une tendance baissière et d'une autre tendance haussière. Il faut savoir qu'en pratique, le marché n'est réellement en tendance que peut-être 30 ou 35% du temps. Tout le reste du temps, le marché est dit en range, donc avec une évolution neutre. Donc, il faut aussi bien en être conscient. Il y a des périodes qui ne sont pas faciles à trader selon ces approches-là de tendance. Il faut bien savoir les identifier pour éviter de se faire balloter. Voilà, donc on a la tendance haussière qui est bien définie par les différents points bas successifs et la moyenne mobile qui sert de support. Derrière, on a la tendance baissière définie par la moyenne mobile qui sert de résistance. Et à nouveau, derrière, on a la deuxième tendance haussière, la troisième tendance de ce graphique-là, qui est marquée toujours par la moyenne mobile qui sert de support. Voilà, alors on va maintenant voir ce qu'on définit comme signal haussier, signal baissier. Donc en fait, on va définir un signal de départ en tendance lorsqu'après une tendance baissière, les cours iront tester la bande de Bollinger supérieure. Donc on imagine des cours qui descendent, qui baissent. Le marché à un moment donné se stabilise et remonte tester la bande de Bollinger supérieure. Donc ça veut dire qu'on casse la moyenne mobile. Donc on n'est déjà plus à ce moment-là dans la tendance baissière telle qu'on l'a définie. Et on va taper la bande de Bollinger supérieure. Donc là, on va considérer que c'est un signal haussier. D'accord ? Et inversement, quand on aura une tendance haussière qui est interrompue, les cours qui reviennent tester la Bollinger inférieure, on va considérer à ce moment-là qu'on a un signal baissier. Ce n'est que des signaux haussiers ou baissiers, ce ne sont pas des signaux d'achat ou de vente, on va bien voir la différence. Donc pour confirmer le signal et éviter les fausses tendances ou les ranges, derrière on va essayer si possible de confirmer ce signal-là avec d'autres éléments chartistes, des figures, des indicateurs, des supports, des résistances, voir un petit peu le contexte des autres indices de marché. Enfin, tant qu'à faire, essayer de confirmer le signal avec d'autres éléments si c'est possible. D'accord ? Donc là, toujours le même graphique que je reprends. Alors, il y a une petite question, j'y reviens juste après. Donc, on a les signaux de retournement. Donc, avant, sur le mois de février-mars, janvier-février-mars en 2009, on avait une belle tendance baissière. On vient refranchir en mars la moyenne mobile et on va taper la bande de Bollinger supérieure. Donc, on a un premier signe de retournement. D'accord ? Donc, on était en tendance baissière, on va taper la Bollinger supérieure. On a a priori un signal haussier potentiel. D'accord, donc j'ai une remarque que je lis en même temps. Donc dès qu'on dépasse la MM20, chasse au stop qui peut sortir nos positions. Alors on va voir justement, on va venir après sur le positionnement des stops et la façon d'intervenir pour justement éviter entre guillemets ce qu'on appelle cette chasse au stop. Qui effectivement, enfin, je ne sais pas si c'est une réelle chasse au stop, mais en tout cas, le fait est qu'on se fait souvent piéger justement avec des faux départs ou autres. Donc, d'où l'intérêt de définir d'une part des signaux de retournement et d'autre part des signaux d'entrée sur le marché. Donc là, je reviens sur mon graphique. On a le premier signal de retournement au niveau du mois de mars 2009. Derrière, on a la tendance haussière qui se met bien en place. La tendance haussière finit par se calmer. On casse clairement la moyenne mobile exponentielle. On vient taper la Bollinger inférieure. Là, on a à nouveau un signal de retournement, donc signal baissier sur le marché. D'accord ? La tendance baissière se déroule, pas très très longtemps. On arrive, on franchit à nouveau à la hausse la moyenne mobile exponentielle. On va taper la Bollinger supérieure. On a à nouveau un signal haussier. D'accord ? Donc, 3 signaux de retournement potentiel. Donc, ça, c'est une chose. Derrière, alors, c'est donc le contact avec la bande de Bollinger qui va donner un signal de tendance, mais pas un signal d'entrée. D'accord ? C'est un signal haussier ou baissier, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer à ce moment-là. Parce que si on rentre dans le cas du trade haussier, enfin de la tendance haussière qui prend encore, si on rentre quand le marché touche la Bollinger supérieure, on rentre a priori potentiellement sur un point extrême, sur un point haut. On est sur la Bollinger supérieure, on est a priori sur un niveau considéré comme d'exagération, donc il y a des grosses chances qu'on rentre avec un mauvais timing. Donc on va prendre ça comme un signal de tendance, et on va derrière, après, chercher un point d'entrée qui soit optimisé. C'est ce
qu'on vous a dit tout à l'heure, essayez d'optimiser les points d'entrée ou de vente et essayez d'acheter sur des points bas et de vendre sur des points hauts. Là, potentiellement, on est sur un point haut, donc on ne va pas rentrer tout de suite. Et on va, donc l'approche setup de trading nous dit, on va, au lieu de cela, attendre un retour sur la moyenne mobile, puisque cette moyenne mobile, si la tendance est avérée, elle va nous servir de support. Donc on va tout simplement attendre un retour sur la moyenne mobile pour placer un ordre limite, donc qui va nous permettre de rentrer en position. Donc le niveau d'entrée sera le retour sur la moyenne mobile. Et alors, comment positionner le stop pour éviter de se faire avoir? Bien sûr, pas juste en dessous de la moyenne mobile. On a vu très bien tout à l'heure sur le graphique que cette moyenne mobile, elle a beau servir de support, elle peut être enfoncée momentanément. On va tout simplement positionner le stop en deçà de la Bollinger opposée. Donc dans le cas de notre trade aussi, on va voir ça sur un graphique, on le place en dessous de la Bollinger inférieure, ce qui permet tout simplement de se donner une marge de manœuvre et de considérer que si on est en dehors de la Bollinger, on évite tout le bruit de marché et que si le marché y va vraiment, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que notre anticipation n'est pas bonne, mais on s'affranchit en tout cas de tous les faux déclenchements de stop. Mettre un stop trop serré de toute façon, ce n'est pas bon d'un point de vue trading parce qu'il y a beaucoup plus de chances d'être stoppé et ça vous incite à prendre aussi trop de risques d'un point de vue money management. Donc c'est très bien de vous obliger à mettre des stops lointains parce que ça vous oblige aussi à limiter le risque puisque quand il se déclenche, si vous avez pris une position trop grosse, ça va faire vraiment mal à votre portefeuille. Voilà, donc on va voir ça justement sur un graphique. Donc on reprend nos différents signaux de retournement qu'on a vus tout à l'heure. D'accord. Et maintenant, on a tout simplement ajouté les points d'entrée en tendance. Donc on a tapé la Bollinger supérieure. On attend que le marché se calme, revienne sur le support sur des points bas qui sont la moyenne mobile. Donc on touche la moyenne mobile, c'est là qu'on a un point d'entrée, qu'on a un point d'achat pour jouer ce scénario-là et jouer un démarrage de tendance. Idem pour la tendance baissière, on a le signal de retournement baissier, on attend le retour au contact de la moyenne mobile pour pouvoir rentrer en tendance et prendre le trade. Et inversement pour le dernier signal d'achat. Donc là par contre, dans ce cas-là, effectivement, on a un contact sur la Bollinger supérieure et on voit que le marché continue à monter et que l'entrée en position sur la moyenne mobile se fait bien plus haut. C'est des choses qui peuvent arriver, mais ça permet quand même de s'affranchir aussi de faux mouvements. Et on voit que ce n'est pas complètement déconnant ou idiot d'avoir ce point d'entrée-là. Si on considère les points hauts précédents du mois de juin, on avait tout simplement une sorte de résistance horizontale qui est franchie courant juillet, fin juillet. Juste après le signal de retournement, on continue la hausse sur la bande de Bollinger supérieure. On a une petite pause sous cette horizontale-là. On finit par la franchir. Et derrière, notre point d'entrée qui est sur la moyenne mobile, alors il a beau être plus haut que le signal de retournement, mais il est quand même sur une zone de support puisque la résistance est devenue support. On a une sorte de pullback. Donc là, on a un point d'entrée qui paraît peut-être pas très confortable comme ça parce qu'on se dit, oulala, on a quand même déjà beaucoup monté depuis le point bas précédent au mois de juillet. On a quand même connu une belle phase de hausse, on a à peine consolidé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'attendaient peut-être à un repli plus conséquent pour rentrer. Là, on a notre approche qui nous dit on peut rentrer sur la moyenne mobile et on a en plus une résistance qui est devenue support horizontal qui confirme ce seuil-là. Donc là, on a un point d'entrée finalement qui n'est pas si mauvais et on voit qu'il a bien marché par derrière. Alors, on va passer à la diapo suivante et on va voir justement maintenant comment gérer la position une fois qu'avec ces signaux-là, on a pris position sur le marché. Alors on va voir 3 cas de figure. Le cas défavorable, bien sûr, ça ne se passe pas comme on avait prévu, il va falloir gérer les pertes. On a un cas intermédiaire où le marché hésite, et puis le cas favorable qu'il va falloir aussi bien gérer parce qu'il ne s'agit pas de simplement gérer les pertes, il faut aussi savoir optimiser les prises de bénéfices et les gains. Alors, donc 3 cas possibles. Soit la tendance se retourne immédiatement après la prise de position. Donc on imagine un départ de tendance, pas de chance, c'est un faux départ, le marché repart dans le sens opposé tout de suite, donc ça c'est le premier cas qu'on va voir. La tendance avorte ou reste neutre, alors au lieu d'avoir un vrai démarrage de tendance comme on s'imaginait, le marché continue à hésiter et à osciller, c'est assez fréquent. Et puis le troisième cas qui est le cas favorable où la tendance se confirme et on va pouvoir en profiter. Alors les principes de base, la tendance est valide tant que les cours évoluent entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger. Toujours bien se représenter ça. On essaye aussi d'acheter des points bas et vendre des points hauts. Et enfin, on positionne des stops suffisamment éloignés
pour ne pas être déclenché trop facilement, pour ne pas risquer des faux signaux. Il n'y a rien de plus énervant que d'avoir bien lu le marché, d'avoir bien identifié une tendance ou n'importe quelle autre figure, et de se faire sortir simplement parce qu'il y a un petit mouvement d'exagération du marché derrière qui réalise ce que vous aviez anticipé, mais vous n'êtes plus dans le marché, vous avez pris en plus vos pertes, et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans la même configuration aujourd'hui que sur le CAC? Alors, on va voir des exemples justement tout à l'heure sur le CAC 40 notamment et sur l'euro-dollar et l'or. Donc, on y reviendra tout à l'heure, ça sera plus facile. Voilà, je continue. Donc, les principes de base, on les a vus. Donc, on va voir maintenant le premier cas, c'est un cas défavorable. On a pris position pour une tendance. Pas de chance, cette tendance-là, elle se retourne juste après la prise de position. Donc derrière, on a tapé une Bollinger, on revient sur la moyenne mobile, pas de chance, au lieu de rebondir sur la moyenne mobile, les cours traversent rapidement et vont tester la bande de Bollinger opposée. Derrière, notre stop se déclenche, la perte est maximale. D'accord? Donc c'est quelque chose qui arrive peu fréquemment, mais bien sûr, ça doit être pris en compte, puisqu'il y a quand même une probabilité qui n'est pas négligeable, et surtout les pertes seront non négligeables aussi, puisque le stop est relativement éloigné. D'accord? Donc on voit ça sur un exemple graphique. Donc on avait un départ, une tendance plus ou moins baissière sous la moyenne mobile. Ok, on franchit cette moyenne mobile. On a le premier signal qui est un signal haussier puisqu'on vient taper la Bollinger supérieure. Donc signal de hausse, mais attention, pas signal d'entrée. On attend le pullback sur la moyenne mobile. Il intervient, donc il est cerclé en vert. On a notre niveau d'entrée. On s'attend a priori à un rebond. Est-ce que ça reparte en direction de la Bollinger supérieure? Pas de chance. On enfonce, on casse tout. Et derrière, on vient. Donc on a positionné notre stop en pointillé vert, d'accord, avec une petite marge de manœuvre sous la Bollinger au moment de l'entrée en position. Et derrière, le marché continue sa chute, touche la Bollinger et finit par l'enfoncer. Notre stop est déclenché. La perte est relativement conséquente, mais ça fait partie du trading. On ne peut pas avoir raison à chaque coup. Il y a des impondérables. Il faut accepter la perte dans n'importe quelle approche. Je ne connais aucune approche qui fonctionne à 100%, donc il faut savoir justement gérer ces pertes-là. Voilà donc pour cet exemple-là, où la perte est fait maximale, on ne se pose pas de questions, on la prend et puis c'est tout. Le cas intermédiaire qui est un petit peu plus intéressant à gérer, parce que je dirais qu'à la limite dans le premier cas, on a positionné le stop et puis on n'a plus qu'à laisser faire, on prend la perte. On évite surtout de retirer le stop au dernier moment en essayant de la baisser et puis de la baisser et puis on finit à un moment donné par vraiment se couper un bras parce qu'on ne peut plus faire autrement. Non, quand vous mettez un stop, la seule chose que vous pouvez faire, c'est éventuellement le rapprocher si la tendance prend corps et devient plus favorable, mais ne jamais éloigner le stop par rapport au premier niveau que vous avez fixé, puisque normalement, vous l'avez fixé aussi, enfin, tout votre money management en dépend. Alors, deuxième cas, c'est le cas intermédiaire où la tendance avorte et reste neutre. Donc, suite au signal, on a le retour sur la moyenne mobile, on achète ou on vend à ce niveau-là selon qu'on est en position acheteuse ou vendeuse, et les cours traversent cette moyenne mobile assez rapidement et vont tester la bande de Bollinger opposée sans forcément la casser et casser notre stop. D'accord? Donc là, on sait que notre anticipation d'appui sur la moyenne mobile et de départ en tendance n'est plus bon. Donc on voulait jouer une tendance, elle n'est plus bonne. Par contre, on va se laisser une chance de pouvoir sortir à peu près à l'équilibre. Donc on va simplement, à partir du moment où les cours vont évoluer maintenant dans ce cas-là en range, on va attendre un retour sur la moyenne mobile pour sortir. D'accord? Donc dans un cas comme ça, on va voir ça sur l'exemple, ça sera plus simple plutôt que je parle dans le vide. Donc on a ici notre signal qui est cerclé en noir. Donc on achète sur le retour sur la moyenne mobile, donc le premier cercle en vert, donc c'est le niveau d'entrée. À ce niveau-là, on s'attend à ce qu'il y ait plutôt un démarrage de tendance haussière, donc un rebond sur cette moyenne mobile ou à proximité et un retour vers la Bollinger supérieure. Pas de chance, on hésite un petit peu et on finit par revenir sur la Bollinger inférieure. Donc à partir du moment où on revient sur cette Bollinger inférieure ou à proximité, on sait que notre anticipation de tendance n'est plus bonne. Donc ça ne sert à rien de vouloir jouer la tendance et de vouloir jouer un retour sur la Bollinger supérieure. Il s'agit simplement d'essayer de sortir avec le moins de casse possible, de préférence à l'équilibre, mais ça, voilà. Donc la méthode nous dit, dans un cas comme ça, quand on a la tendance qui est invalidée dès le départ, on va attendre un retour sur la moyenne mobile pour sortir. Donc c'est le deuxième cercle vert qui est indiqué sortie. Donc c'est à ce niveau-là, la tendance est invalidée, on laisse
en tout cas au marché, le temps de revenir sur notre point d'entrée ou à proximité pour pouvoir sortir sans trop de pertes et sans trop de casse pour pouvoir nous repositionner plus tranquillement par la suite. D'accord? Voilà, donc la perte, en fait, tout simplement, est relativement limitée. Il y a même des cas où on sortira avec un léger gain. Si la moyenne mobile est légèrement haussière à ce moment-là, dans le cas d'un trade haussier, ben, on aura eu l'impact sur la Bollinger inférieure ou à proximité, on aura un rebond et on pourra sortir avec, globalement, dans l'ensemble, on sort avec des toutes petites pertes ou des petits gains. Mais l'avantage, c'est qu'on s'est laissé une marge de manœuvre par rapport à un faux signal. Alors que si on avait mis le stop de façon trop serrée, on aurait eu le stop déclenché, on aurait une perte plus conséquente, avec derrière tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire perte de confiance et puis le capital qui s'amoindrit. Alors, une petite question, peut-on modifier MM20 en MM25 ou 28 pour définir les stops? Alors après, nous, on a pris l'exemple ici de la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile exponentielle 20. L'idée, alors, c'est plus de vous adapter à chaque cas particulier, à chaque graphique. Il y a peut-être des cas, des indices, des devises ou autres sur lesquels une moyenne mobile 25 ou une moyenne mobile 18 ou 28 ou je ne sais quoi va plus coller au graphique. L'idée, c'est d'essayer de trouver la moyenne mobile qui va mieux correspondre à la période que vous travaillez. Et cette moyenne mobile, elle peut aussi évoluer avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des périodes où la moyenne mobile 20 jours va bien fonctionner, et puis il y a peut-être des périodes où vous allez vous rendre compte qu'elle est un petit peu moins précise et que ça fonctionnerait peut-être mieux avec une moyenne 18, avec une moyenne 25 ou autre. Donc il faut essayer de s'adapter pour que la moyenne mobile que vous utilisez vous donne les meilleurs signaux sur les semaines ou les mois qui précèdent, en supposant que ça sera le cas encore dans les semaines à venir. Et puis c'est quelque chose qui doit pouvoir évoluer avec le temps. Normalement, on ne touche pas aux paramètres tous les 4 matins. Mais en tout cas, d'un marché à l'autre, il se peut qu'il y ait des paramétrages à faire. À vous de regarder, ça se voit assez vite sur un graphique. Est-ce que la moyenne mobile que j'ai choisie, elle me permet de bien accompagner, de bien suivre les cours ou pas, tout simplement. Voilà. On passe à la diapo suivante. Voilà, donc ça c'était le cas intermédiaire où en gros la tendance est invalidée, on attend le retour sur la moyenne mobile pour sortir et limiter la casse. Et puis là on a le troisième cas qui est favorable. Donc on a le signal qui se passe comme il faut, on a le retour sur la moyenne mobile qui nous permet d'entrer en position, et derrière les cours repartent en tendance. D'accord? Donc la tendance restera avérée tant qu'on n'aura pas de test de la Bollinger opposée. D'accord? Donc, on va voir justement comment gérer cette tendance-là. Alors, on va prendre l'exemple d'une tendance haussière, d'accord? Donc, la tendance restera haussière tant que les cours restent au-dessus de la moyenne mobile. Et on aura une invalidation de cette tendance à partir du moment où les cours vont venir tester la Bollinger inférieure. D'accord? Donc, quand on va franchir l'indicateur suivi d'un test de la bande de Bollinger opposée, on attendra comme quand on a comme dans le cas qu'on vient de voir, le cas intermédiaire, au lieu de sortir quand on touche la bande de Bollinger inférieure, on va attendre le retour sur la moyenne mobile pour sortir. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas d'une gestion simple. On prend position au début de la tendance, on garde la position jusqu'à ce que la tendance prenne fin, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on vienne taper la Bollinger inférieure. À partir de ce moment-là, on a un signal de fin de tendance. Le signal de sortie n'intervient que quelques temps après, quand on a un retour sur la moyenne mobile. D'accord? Alors bien sûr, si on a un retournement trop dynamique, il faut faire attention parce qu'on en peut avoir une cassure et déclenchement de stop, donc il faut quand même faire attention par rapport à ça. Mais voilà, donc un petit exemple sur le graphique justement. On avait notre signal d'achat, on est revenu sur le graphique du CAC en 2009, notre signal d'achat quand on tape la Bollinger supérieure, on rentre sur la moyenne mobile. Alors je viendrai juste après sur la question. Donc on a le signal d'entrée sur la moyenne mobile, et dans ce cas-là, on a laissé le trade se dérouler, monter, jusqu'à ce qu'on ait l'invalidation de la tendance quand on tape la Bollinger inférieure, et on sort sur le retour au niveau de la moyenne mobile. Donc dans un exemple comme ça, on a un trade qui finalement sort relativement gagnant, qui est plutôt pas mal. On a géré ça de façon simplement et basique. On va voir qu'on peut quand même un petit peu optimiser les choses, parce que rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, on essaye d'acheter sur les points bas et de vendre sur des points hauts. Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait en achetant sur la moyenne mobile ici, on a acheté plutôt un point bas. Là, on a vendu un point haut intermédiaire puisqu'on a attendu le retour sur la moyenne mobile pour sortir, mais on avait quand même un certain nombre de points hauts intermédiaires qu'on aurait pu vendre. Donc on va voir ça justement sur l'approche suivante.
pardon, j'ai juste un petit bug. Voilà, donc on va voir justement comment gérer de façon un petit peu plus dynamique cette tendance-là. Donc toujours pareil, la tendance reste haussière tant que les cours sont au-dessus de la moyenne mobile. Par contre, on n'oublie pas non plus qu'on avait défini un objectif potentiel au niveau de la bande de Bollinger supérieure. D'accord? Donc on va, en fait, quand les cours vont toucher ou dépasser la bande de Bollinger supérieure, on va considérer qu'on a atteint un objectif au moins partiel. Et il va donc être possible à ce moment-là de couper partiellement au moins la position. On prend des bénéfices. On attend derrière un retour sur la moyenne mobile pour éventuellement reprendre position. On améliore le prix de revient unitaire. Et derrière, ou augmenter éventuellement la position pour faire du pyramidage. Et derrière, nouveau test de la Bollinger supérieure, on peut ressortir partiellement et ainsi de suite. Ce qui permet de travailler la tendance et de ne pas rester inactif tout au long de la tendance. Surtout qu'il y a des tendances qui peuvent durer longtemps, donc même si on attend la fin de la tendance, on sortira gagnant. Mais il y a des cas où la tendance ne va pas durer suffisamment de temps et c'est dommage d'avoir loupé des prises de bénéfices intermédiaires qui permettraient éventuellement de limiter aussi la casse si jamais derrière le stop se déclenche dans la foulée. Donc on va voir ça tout de suite sur un petit graphique. Voilà, donc toujours le même exemple. On a notre entrée en position. On va taper au mois d'avril la Bollinger supérieure. On a un point de sortie partiel possible. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir des positions que vous pouvez découper en plusieurs parties. Vous prenez une partie des bénéfices. La tendance est toujours avérée, donc il n'y a pas de raison de sortir complètement. On revient sur la moyenne mobile, on reprend position à ce niveau-là. On repart sur la Bollinger supérieure, on ressort une partie des bénéfices, et ainsi de suite. On a un troisième coup où on peut reprendre des bénéfices au niveau de la bougie, de la troisième bougie cerclée en vert. Donc on voit par contre que derrière, là, dans ce cas-là, on n'est pas revenu sur la moyenne mobile et que la hausse s'est poursuivie. C'est pas grave, vous avez pris des bénéfices, il vous reste une partie de la position qui va profiter de ce mouvement-là. Après, rien ne vous empêche, si on arrive avec d'autres approches sur un niveau de résistance important où vous jugez que c'est vraiment exagéré, de sortir à nouveau une partie de votre position. L'approche vous dit simplement d'attendre le retour sur la moyenne mobile pour à nouveau renforcer votre position. Et derrière, on a une quatrième prise de bénéfice à nouveau sur la Bollinger supérieure. Donc là, petit signe d'alerte parce qu'on voit qu'on commence à coincer un petit peu. Les nouveaux plus hauts ne sont pas forcément beaucoup plus hauts. Les Bollinger se sont aplatis, mais la tendance est toujours en place et rien ne dit qu'elle ne va pas encore se relancer dans les jours qui suivent. Et puis finalement, on a un nouveau point d'entrée sur la moyenne mobile. Et puis là, par contre, cassure, invalidation de la tendance haussière dans les jours qui suivent. Là, par contre, dès qu'on a le retour sur la moyenne mobile, il s'agit de sortir toutes les positions que l'on avait en cours. Donc par rapport au dernier renforcement indiqué, donc le dernier point d'entrée possible, la sortie nous fera une petite perte, mais qui aura été largement compensée par les gains successifs qui auront été concrétisés tout au long de ce suivi de tendance. Ok. Allez, je poursuis donc le graphique avec donc les différents points d'entrée, le point d'invalidation qui a été cerclé, et donc on sort toutes les positions au niveau du dernier rond indiqué avec sortie, puisque la tendance est invalidée, et on aurait même pu derrière rentrer à la baisse, puisque le signal d'invalidation est à la fois un signal de fin de tendance haussière, mais potentiellement un signal de mise en place d'une tendance baissière. Donc on aurait pu à la fois sortir les positions longues et prendre des positions short sur le point de sortie. Ok. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'optimiser les points d'entrée et les points de sortie pour augmenter vos probabilités de réussite. Pensez bien à acheter sur des points bas et des points hauts et vendre sur des points hauts. C'est un principe qu'il ne faut jamais perdre de vue. Et tant pis si ça vous fait rater des fois des démarrages en tendance parce que ça monte d'un coup et que ça ne revient jamais ou très tardivement sur la moyenne mobile ou sur le niveau de support que vous avez identifié. Il vaut mieux rater, il vaut mieux un manque à gagner que des pertes qui s'accumulent. Voilà. Pensez à éloigner les stops aussi et définir ce qu'on appelle, ce que j'ai tendance à appeler moi des zones d'alerte, enfin des signaux d'alerte, des seuils d'alerte. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui suivent les scénarios CAC que je propose sur le site Fenêtre sur cours, mais c'est un petit peu ce principe-là, c'est-à-dire qu'on a un stop qui permet de limiter la perte à un moment donné, vraiment de sortir la position pour protéger le capital, et on a entre le point d'entrée et le point de stop, on a ce que j'appelle un seuil d'alerte qui, lui, est là pour définir l'invalidation de l'anticipation. Là, on a une tendance haussière. Si on revient franchement sous la moyenne mobile et qu'on vient s'approcher de la bande de Bollinger opposée,
le signal de tendance n'est plus bon. C'est pas pour autant qu'il faut sortir tout de suite. Le signal d'alerte nous dit juste, attention, mon anticipation n'est plus bonne. Il s'agit maintenant de sauver les meubles et de sortir dans les meilleures conditions possibles. On oublie les objectifs de départ. On essaye juste de sortir à plus ou moins à l'équilibre pour éviter donc les pertes. L'anticipation n'est pas bonne. Si on peut sortir avec zéro perte, c'est tant mieux. Et on a tenté le coup, on a pris un petit risque. Alors il y a un cas de temps en temps où le stop va être déclenché, on n'aura pas l'occasion de sortir en minimisant les risques. Mais vous allez voir que 3 fois sur 4, 9 fois sur 10, vous allez pouvoir sortir dans de meilleures conditions, même si votre anticipation de départ n'était pas bonne. Donc éloigner les stops, ne pas hésiter, ça fait peur, on a l'impression qu'on va perdre beaucoup, mais on va perdre aussi moins souvent. Et statistiquement, ça fonctionne beaucoup mieux. Il vaut mieux perdre un petit peu plus de temps en temps que perdre peu, mais beaucoup de fois. Voilà. Et puis donc derrière, maîtriser l'exposition pour pouvoir gérer sereinement les positions, ne pas prendre peur dès que le marché s'écarte un petit peu et vous met en moins-value latente, pour pouvoir gérer le plus sereinement possible. Alors, logiciel d'analyse technique à conseiller, j'ai pas de logiciel particulier. Moi, j'utilise pas mal ProRideTime que je trouve simple. En données fin de journée, en plus, il est gratuit. Il est relativement convivial. Après, la plupart des brokers vous proposent des plateformes de trading qui vous permettent de faire des analyses graphiques assez simplement. Donc, je dirais que non. Enfin, après, c'est une question d'habitude. Je n'ai pas de logiciel particulier à conseiller. Alors, deuxième question, si les cours ne reviennent pas sur la moyenne mobile et continuent à baisser violemment, c'est effectivement le stop qui va protéger. Ça arrive un coup de temps en temps. On a un semblant de démarrage en tendance haussière. Derrière, on enfonce la moyenne mobile. On descend sur la Bollinger inférieure et on la casse. Bon, ben là, le stop, il est là pour ça. Il est vraiment pour gérer l'exceptionnel, le cas qui arrive peu souvent, mais dont il faut se protéger parce qu'on ne sait pas derrière quelle va en être la suite. Quand on a ce type de signaux-là, il y a peut-être une raison profonde par derrière, donc il vaut mieux à un moment donné quand même couper les positions, mais le moins souvent possible si possible. Alors après les questions, alors au-delà des moyennes mobiles et des bols, sur le CAC récemment la tendance s'est inversée, comment repérer l'inversion de tendance? Alors on va essayer de voir si on peut y revenir justement. Je vais quand même terminer cette partie-là parce que là il y a la conclusion, on va pas voir sur des exemples, donc je me souviens plus. Alors faut-il placer le stop en réel? De préférence. Après si vous avez la possibilité d'être devant le marché, pourquoi pas ne pas placer le stop et être devant le marché pour surveiller, pour éviter justement une micro-cassure qui va durer 10 secondes ou 1 minute. Mais il y a toujours le danger quand on n'a pas mis le stop, c'est aussi de finalement pas oser cliquer au moment où il faudra et derrière de dire bon ben j'attends un petit peu, c'est peut-être un faux signal et puis on commence à rentrer dans des considérations psychologiques. Donc voilà, autant que possible, il vaut mieux le mettre. Le seul cas de figure où je dirais qu'il faut faire attention, c'est peut-être quand on est dans des périodes hors marché, donc sur le CAC par exemple, après 18h ou 19h, il y a moins de volume, il peut y avoir un peu plus de volatilité, ou le matin entre 8h et 9h, faire attention parce qu'on peut avoir des déclenchements intempestifs. Donc il faut faire un petit peu attention à ces faux déclenchements de stop à ce moment-là. Mais bon, commencez par mettre quand même vraiment les stops sur le marché. Ça vous évitera de tergiverser au moment où les cours reviennent à ce niveau-là. Alors, les signaux sont lors d'une bougie clôturée. Normalement, oui. Enfin, là, je dirais que même, non, dans un cas comme ça, même pas, je dis des bêtises. Parce qu'il suffit que la bougie touche la Bollinger supérieure pour qu'on ait un signal haussier. Et il suffit que les cours reviennent derrière sur une moyenne mobile, qu'elle touche la moyenne mobile pour qu'on considère qu'on a un signal d'entrée. Donc là, il n'y a même pas besoin que la bougie soit terminée pour qu'on considère qu'on a un signal d'achat ou un signal d'entrée en position. D'accord. Alors, pouvons-nous utiliser un stock pour alors, préciser parce que je ne vois pas votre abréviation, pardon, pour les entrées, quel paramétrage et quelle est la périodicité idéale? Alors là, je dirais qu'il n'y a pas de périodicité idéale, ça va dépendre des marchés, ça va dépendre selon que vous allez traiter le CAC, l'euro-dollar ou autre. Il faut essayer de trouver le timing qui va le mieux fonctionner à un moment donné en fonction aussi de votre horizon de temps à vous. Alors, comment placer le stop? Le stop, lui, il est placé un peu à l'extérieur des Bollinger. D'accord? Quand on est sur un signal haussier, on place le stop à l'extérieur, en deçà de la Bollinger opposée inférieure. Donc,
la règle dit ça. Après, si vous pouvez en plus vous appuyer sur un signal graphique, un support ou quelque chose comme ça, voilà. Alors oui, donc le STK c'était stochastique, pardon. Donc après, il ne faut pas vouloir non plus trop rajouter de signaux. L'approche, elle a été définie comme ça, ce setup, il fonctionne comme ça. Après, est-ce qu'il y a moyen de l'optimiser peut-être avec d'autres indicateurs? Pourquoi pas, mais alors je reviens sur le stop juste après. Est-ce que les stochastiques permettent de donner des points d'entrée? L'approche telle qu'on vous la présente, elle est comme ça, on attend le retour sur la moyenne mobile pour acheter. Après, si vous voulez, quand le cours revienne sur la moyenne mobile, essayez de voir si vous avez des indicateurs qui vous confirment ou pas la mise en place d'une tendance, pourquoi pas. Ça peut vous éviter certains faux signaux. Peut-être que ça vous a à tester, à valider. Alors les stops, donc alors il faudrait que je reprenne un graphique. On va essayer de le voir sur un graphique exemple qu'on va voir tout à l'heure. Ça sera plus simple pour positionner les stops, hein. J'y reviendrai, Bruno, il n'y a pas de problème. Je regarde vite fait quel est le taux de trade gagnant avec cette stratégie. Alors ça dépend, alors c'est très difficile à backtester parce qu'il y a la difficulté des backtests à ce niveau-là, c'est que on ne peut pas tester systématiquement tous les impacts sur une bande de Bollinger supérieure avec achat sur la moyenne mobile, parce qu'il faut bien considérer qu'avant, on avait une tendance haussière. Alors, je vais justement revenir quand même un tout petit peu en arrière sur un des graphiques qu'on a vu, et après, je vais quand même un tout petit peu avancer sur le graphique où ça n'a pas fonctionné. Voilà. Non, hop. Alors, si c'est le graphique où c'est resté neutre, pardon. Alors, je laisse 2 secondes parce que je crois que le défilement des diapos est un petit peu plus lent pour vous que pour moi. Donc, on est sur le cas intermédiaire où on avait un faux signal d'achat ici, enfin un faux signal haussier et un signal d'achat qui s'était terminé par une petite perte, d'accord. Là, c'est un cas, quand on va le backtester, il va faire partie des cas qui sont considérés comme sortis plus ou moins neutres avec légère perte. Or, en fait, pour que ce signal soit réellement valide, l'exemple n'aurait peut-être pas dû être pris, c'est qu'on a un signal haussier, il aurait fallu qu'avant la tendance soit baissière. Or, la tendance avant n'était pas baissière. Donc, normalement, on n'aurait jamais dû prendre ce signal d'entrée. D'accord? Et c'est toute la difficulté quand on fait des backtests, c'est de savoir écarter certains cas de figure parce que ce qui s'est passé avant n'est pas cohérent avec la mise en place d'une tendance haussière. Idéalement, on a une tendance haussière qui succède à une tendance baissière ou une évolution neutre. Et inversement. Donc là, on avait une évolution qui était relativement volatile. On voit que les Bollinger étaient très très écartés sur le mois d'avril. On voit qu'on avait une tendance quand même globalement légèrement haussière puisque la moyenne mobile était en progression. Donc ce signal de haussier-là, il n'était pas recevable et on ne devait pas le retirer. Donc c'est assez difficile. Et puis selon les unités de temps que l'on prend, ça donne aussi des résultats différents selon les périodes. Donc c'est assez compliqué à backtester, mais en tout cas c'est quelque chose qui, quand on le pratique, donne des résultats positifs. Je ne peux pas vous donner exactement le taux de return. Alors il y a un faux signal en juillet sur ce graphe-là. Alors je regarde ça tout de suite. Alors on a effectivement un faux signal puisqu'on avait effectivement une tendance baissière qui avait lieu sur le mois de mai-juin. On va taper derrière la Bollinger supérieure. On revient sur la moyenne mobile. On avait a priori de quoi rentrer à ce niveau-là. Et en fait, on enfonce la moyenne mobile. On va taper la Bollinger inférieure et on va même l'enfoncer légèrement. Alors après, tout dépend où est-ce que vous auriez positionné votre stop, la marge que vous avez pris. Mais a priori, derrière, je pense que ça a dû bien. Ça devait être d'ailleurs en 2011. Je reconnais le pic sur 4000 au mois de juillet avant qu'on enfonce. Donc là, clairement, c'est le cas de figure où ça ne marche pas et où on se serait fait stopper. On voit d'ailleurs, vu que c'était l'été 2011, qu'il valait mieux mettre un stop à ce niveau-là sous les 3700 ou 3600 et des brouettes, puisqu'on est derrière tombé à 3000 et même encore moins. D'accord. Donc pour revenir juste à la question tout à l'heure de Bruno sur le stop, donc je reviens sur le graphe d'avant au niveau de l'entrée. On entre donc sur la moyenne mobile. À ce moment-là, on regarde où est positionnée la Bollinger inférieure et on se positionne légèrement en dessous. D'accord. Donc là, sur le graphique, on s'est positionné à 3900 points.
On a pris une petite marge de manœuvre sous un chiffre rond qui est 3900. On aurait pu aussi très bien accepter de mettre un stop un petit peu en dessous, c'est-à-dire sous les bougies du mois d'avril qui étaient descendues à 3860 ou quelque chose comme ça. Donc on aurait pu s'accorder une marge de manœuvre un petit peu plus importante en disant le stop, je le positionne à ce niveau-là, sachant que le stop est vraiment là pour gérer l'exceptionnel. Le niveau d'invalidation de notre anticipation, il est intervenu bien avant et on aurait pu sortir de la même façon que le stop soit un peu plus proche ou un petit peu plus lointain. Voilà, alors, je reviens aux questions, puis j'aimerais bien qu'on ait quelques minutes pour passer aux exemples que je vous ai pris. Alors, voilà, doucement les questions, que j'ai le temps de suivre. Donc le faux signal, on l'a vu. L'approche est-elle réellement profitable pour l'achat de titres actions pour une gestion moyen terme? Ça serait à tester. Il faut, a priori, oui, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si on respecte bien l'approche, normalement, ça devrait, il n'y a pas de raison. Encore une fois, j'ai pas pu la tester, on n'a pas pu la tester puisque c'est avant tout Gilles qui l'a mise en place sur toutes les actions et les backtests sont difficiles. Donc, n'hésitez pas. Par contre, l'avantage, c'est que c'est assez facile de prendre un graphique et de regarder vite fait quels sont les niveaux d'achat qui auraient été, ou niveaux de vente qui auraient pu être pris, et de voir derrière ce que ça aurait donné. Il n'y a pas des signaux, si on prend un graphique journalier, ce qui est peut-être le plus simple à suivre, il n'y a pas des signaux tous les 4 matins non plus, donc il y a à mon avis possibilité de faire des backtests visuels en tout cas pour se rendre compte de ce que ça donne. Moi j'en ai fait quelques-uns comme ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Encore une fois, difficile de faire des backtests mécaniques par rapport à ça. Voilà, alors support d'un canal haussier en point bas. Alors le stop, non, au départ le stop il est vraiment sous la Bollinger. Après, on n'a pas parlé de l'évolution du stop. Une fois que la tendance se met en place, pourquoi pas remonter le stop. Mais encore une fois, éviter de le mettre trop proche. C'est-à-dire sous le support d'un canal haussier en point bas, on est trop proche. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans les tout premiers graphiques que je vous ai montrés, il y a des cas où la moyenne mobile qui joue le rôle de support ou le support du canal peut être enfoncé de façon très momentanée de quelques points, quelques dizaines de points. L'analyse technique a beau être relativement précise, il y a toujours des cas où ça va momentanément enfoncer votre support. Vous pouvez avoir fait une petite erreur dans le tracé du support, et puis un support, on arrive à bien le tracer quand on est vers la fin de la tendance, mais quand on est au démarrage de la tendance, il y a souvent des petits ajustements. On a 2 points de référence. Avec 2 points, il suffit de les faire varier un tout petit peu pour changer la pente du canal et pouvoir influencer assez nettement derrière le positionnement du stop. Donc il faut faire attention. Alors, ne faut-il pas tenir compte des supports aussi pour positionner les stops? C'est ce que je disais tout à l'heure. On positionne dans un premier temps le stop sous la Bollinger. Après, si on a un support qui est un petit peu en dessous, horizontal de préférence, qui nous permet de définir un stop un peu plus sécurisé, ok, on recule encore un petit peu plus le stop, mais surtout ne pas mettre le stop à l'intérieur des bandes de Bollinger parce que là, on risque d'avoir beaucoup plus de faux signaux. Alors, comme les marchés sont la plupart du temps en trading range, n'irons-nous pas avoir beaucoup plus de faux signaux, soit plus de pertes? Mais normalement, cette approche-là est faite pour prendre les tendances quand elles démarrent, c'est-à-dire on ne va pas prendre position quand ça touche la Bollinger supérieure, parce que là, il y a des risques de faux signaux. Par contre, si on voit que ça touche la Bollinger, qu'on revient à la moyenne mobile, que celle-ci reste encore plate, l'idéal c'est que la moyenne mobile ait pu commencer à démarrer quand on revient s'appuyer dessus. C'est l'idéal parce que sinon effectivement on risque d'avoir des faux signaux qui succèdent. Mais normalement, d'après cette approche-là, si on prend position après une tendance baissière ou neutre pour jouer le changement de tendance, ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. J'avance un petit peu plus vite. Alors, on prend des positions dès que la moyenne est franchie. Normalement, non. On prend des positions. Alors, pensez bien à mettre vos messages à tous les intervenants, parce que là, c'est des messages que je vois en privé. Les autres n'ont pas pu en profiter. Donc, en plus, il y a des risques qu'il y ait des doubles questions. Donc, l'idée, c'est de prendre position quand on touche la moyenne mobile. Après, pourquoi pas dire, je vais attendre qu'on refranchisse la moyenne mobile pour prendre position. Il y a peut-être des cas où vous ne prendrez pas position parce qu'on a vraiment touché très brièvement. Bon, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va définir comme refranchissement? Est-ce qu'il va falloir être descendu de un quart de point ou un demi-point sous la moyenne mobile et repasser au-dessus, ce qui va arriver quasiment systématiquement? Ou est-ce qu'on va attendre qu'on passe un petit peu en dessous et qu'on repasse réellement au-dessus?
Mais dans ce cas-là, on va peut-être louper des impacts sur la moyenne mobile qui vont être assez précis. Bon, l'approche, elle est faite pour qu'on rentre sur le marché quand on touche la moyenne mobile et c'est tout. Après, si vous voulez essayer de l'optimiser, pourquoi pas, je suis pas sûr que ça soit forcément, dans ce cas-là précis, une bonne chose. Voilà, donc Fabrice dit qu'il faut éviter les chiffres ronds pour les stops. Effectivement, il vaut mieux se mettre un petit peu en dessous. Donc là, quand on a dit 3900 dans l'exemple, l'idée c'était effectivement de le mettre peut-être à 3895 ou 3890 pour pas trop risquer les déclenchements ou là où tout le monde se positionne. Alors Bruno, je me suis mal exprimé, si l'entrée se fait sur un point bas de canal haussier, où est-ce qu'on met le stop? D'accord. Alors là, on est dans un cas effectivement de renforcement d'une position. La règle, a priori, le premier coup est la même, c'est-à-dire qu'on va positionner le stop sous la bande de Bollinger inférieure. D'accord? Quand on est dans le cas d'un canal haussier, c'est toujours la même règle. Après, forcément, si la tendance se développe, non, c'est pas proche, hein, justement, puisqu'on prend position. Alors, si on prend toujours sur le même graphique qu'on a sous les yeux, imaginons qu'on ait pris un trade baissier ici, on a pris là où on a mis sortie, on prend une position baissière pour jouer la tendance baissière. On prend une prise de bénéfice sur le premier impact sur la bande de Bollinger inférieure, on reprend une position au niveau de la moyenne mobile, on positionne le stop au-delà de la Bollinger supérieure. Donc on est quand même relativement loin de l'entrée en position puisqu'on se positionne sur la moyenne mobile et on met le stop au-delà de la Bollinger opposée. D'accord? Allez, on va passer aux exemples et puis on reviendra après s'il y a des questions parce que je vois qu'il est quand même déjà 10h15. Alors, peut-on utiliser d'autres systèmes de bande? On va y revenir après. Et puis, j'avais une question aussi de Olivier tout à l'heure. Je l'oublie pas, on va y revenir. Alors, on va passer aux exemples quand même, ce qui vous permettra de donner quand même, d'apporter sans doute un peu d'éclaircissement. Alors, je vais faire défiler les diapos et je vais attendre 2 secondes que ça se calme. Alors, voilà. Hop là, je suis allé trop vite. Alors, on va voir justement sur le dernier paragraphe, donc analyse des marchés, recherche de configuration favorable. Alors, je vais vous donner tout d'abord un petit avertissement, faire attention à une chose très importante. On va voir après un exemple sur le CAC, un exemple sur l'euro-dollar, un exemple sur le gold, et après on reviendra aux questions. Alors, un petit exemple que j'ai tiré du Nasdaq il y a quelques jours de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était début mars il me semble. Voilà, alors là je vous laisse voir ça, on est en unité 4 heures, donc on a une belle tendance haussière, avec les cours qui évoluent au-dessus de la moyenne mobile. Alors là, c'était une moyenne mobile simple, il me semble, que j'avais pris sur ce graphique-là. Donc les cours qui évoluent au-dessus de la moyenne mobile, qui montent, qui montent. Derrière, on revient, on casse la moyenne mobile et on va taper la Bollinger inférieure. Donc on a à ce niveau-là un signal baissier. D'accord? On attend pour rentrer en position le retour contre la moyenne mobile baissière. Donc là, on est dans un cas très favorable puisqu'on a déjà la moyenne mobile qui a pris son orientation baissière, donc qui confirme a priori la tendance baissière. D'accord? Donc on prend le point de vente, normalement on prend la vente sur les deux dernières bougies, enfin sur l'avant-dernière bougie quand elle touche la moyenne mobile. D'accord? Donc là, on a une configuration particulièrement claire, tendance haussière suivie d'une invalidation de cette tendance haussière et basculement dans une tendance baissière. Tout le monde est OK pour cette prise de position? D'accord? Et bien alors, je vais vous montrer le graphe suivant qui est exactement le même marché au même moment en tendance 1 heure. Voilà ce qu'on avait en tendance 1 heure. On avait notre tendance baissière et on voit qu'on vient franchir la moyenne mobile, on vient taper la Bollinger supérieure et on revient sur la moyenne mobile pour, a priori, une prise de position sur tendance haussière. D'accord? Donc on est au même instant sur le marché, au même moment. Il y a un graphique en tendance 1 heure, en unité de temps 1 heure, l'autre graphique qui est en 4 heures. D'accord? Donc il ne faut pas hésiter à confronter les différentes unités de temps. Quand vous travaillez sur une unité de temps, allez regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Si la tendance supérieure est inverse à la tendance que vous tradez, méfiance. D'accord? Il vaut mieux autant que possible que la plupart des tendances soient dans le même sens. Au moins les tendances relativement proches. Si on travaille en 1 heure, vérifiez que la tendance 4 heures et la tendance journalière sont compatibles. Là, on a un cas typique, et je n'ai pas cherché longtemps pour le trouver, alors c'est peut-être finalement plus rare qu'on l'imagine, je n'ai pas fait de test là-dessus, mais on avait vraiment un signal baissier sur le 4 heures, un signal haussier sur le 1 heure. Donc là, dans un cas comme ça, il vaut mieux ne pas prendre position que de prendre des risques inutiles.
Ok, donc là aussi, c'est un cas de figure. Si on voulait faire des backtests sur cette approche-là, c'est difficile d'aller creuser les différentes unités de temps pour à chaque fois confronter la validité ou non d'un signal. Ok, allez, on va passer sur l'exemple suivant, qui est un exemple que j'ai tiré du CAC. Alors, je ne suis pas allé chercher très loin. C'est tout simplement le CAC sur la fin du mois de février, début du mois de mars, quand on avait eu cette forte chute de 3 et quelques pourcents en une séance. D'accord? Donc là, on avait une tendance globalement neutre sur le début du graphique sur la fin du mois de février. D'accord? On est sur des bougies 1 heure. Hein. Ok, on était sous une résistance horizontale au niveau des 3475 ou quelque chose comme ça. D'accord? On franchit la résistance. Alors, on voit qu'on a un premier signal éventuellement de démarrage en tendance toute fin février, d'accord? On tape la Bollinger supérieure, on revient sur la moyenne mobile. Bon, alors, est-ce que ce signal-là, il faut le prendre? Pourquoi pas? On peut le tenter effectivement parce qu'on a la moyenne mobile qui commence à s'orienter à la hausse. Pourquoi pas tenter une entrée sur la moyenne mobile ici, sachant que la Bollinger était en train de démarrer à la hausse, qu'on avait franchi l'horizontale des 3475, donc pourquoi pas un premier signal haussier ici. On revient sur la moyenne mobile, on s'appuie dessus, on commence à démarrer, ça démarre plutôt bien, on finit par l'enfoncer et on va taper la Bollinger inférieure. Ok, signal d'invalidation. On ne stoppe pas ici puisque normalement on a pris position un petit peu plus tôt et on a un stop qui doit être positionné plus ou moins sous les 3420. Je ne sais pas si on ne voit pas très bien l'échelle, mais à peu près sous les 3420. Donc d'où l'intérêt de prendre une petite marge de manœuvre. Vu ce qui s'était passé avant, je dirais même qu'il aurait mieux valu le positionner sous les 3405 ou quelque chose comme ça, qui était le point bas du 20 à la louche du 27 février. D'accord? Donc se prendre une petite marge de manœuvre supplémentaire, ça fait de mal à personne. D'accord? Donc là, dans un cas comme ça, on a une tendance avortée. Ok, on attend le retour sur la moyenne mobile et on sort et on serait sorti à l'équilibre puisque la moyenne mobile n'avait pas vraiment bougé par rapport au point d'entrée. Ok, pas de chance finalement, le signal démarre, mais ça c'est pas grave. Il ne faut pas dire ah bah oui j'aurais dû rester en position. Non, le signal qu'on jouait il est pas bon, on sort et éventuellement on se repositionne plus tard puisque là cette fois on a effectivement un autre signal haussier, retour sur la moyenne mobile. Là il fallait se positionner lorsqu'on vient de taper la moyenne mobile début mars, c'est-à-dire le 3 ou 4 mars, quelque chose comme ça. Ok. Derrière, ça a l'air à nouveau de redémarrer plutôt bien. On revient sur la moyenne mobile. Hésitation. Donc là, il faut commencer à se poser des questions, puisqu'on voit que la Bollinger supérieure, elle pique à la baisse. Donc là, déjà, la tendance haussière, elle est mal en point. Donc on peut, sans attendre forcément la sortie du signal, décider de sortir. Alors c'est là où aussi on voit l'influence négative des fins de séance ou début de séance, puisque c'est un graphique sur le CAC. Donc là j'imagine que les petites bougies, on est juste avant le 5 mars, les petites bougies qui se succèdent pendant que les Bollinger se resserrent, euh, ça va être une période de nuit entre 18h et 22h. D'accord? Donc là, cette approche-là en bougie 1 heure, elle est délicate sur ce type de graphique-là, parce qu'on va avoir systématiquement des Bollinger qui vont avoir tendance à s'écarter, à se resserrer, à s'écarter, à se resserrer. Donc c'est pour ça, moi j'ai tendance à préférer soit l'approche en bougie 15 minutes ou quelque chose de plus serré et on travaille uniquement en séance, de 9h jusqu'à 17h, 18h, ou alors on travaille sur une unité de temps plus large, on travaille en journalier sur un graphique du CAC qui n'est pas perturbé, pénalisé par justement cette période overnight, after hours, comme on veut, sur lequel il y a une volatilité beaucoup plus faible et qui risque de fausser les graphiques. D'accord? Mais en tout cas, même si on avait pris position dans ce cas-là, avec un stop sous la Bollinger, c'est-à-dire finalement sous les 3450 à peu près, on voit encore une fois qu'on aurait eu l'invalidation, mais on aurait eu le temps de sortir avec retour sur la moyenne mobile avec une perte relativement faible. Ok? Et puis on avance, on arrive sur le 6 mars, et là on a une chute libre. Signal baissier, ok, c'est clair, mais derrière aucune possibilité de rentrer. C'est des choses qui arrivent. Alors éventuellement, ceux qui auraient vraiment joué très serré auraient pu rentrer sur l'invalidation de tendance précédente quand on est revenu sur les 3475 avec une Bollinger qui piquait du nez. On revient sur la moyenne mobile, on pouvait considérer qu'on avait un signal baissier, sachant qu'on avait un début de tendance haussière auparavant. Mais encore une fois, ce n'était pas forcément hyper idéal pour rentrer. C'est facile à dire après coup qu'il fallait rentrer là. Mais la tendance auparavant était peut-être pas suffisamment en place pour qu'on puisse considérer qu'on a un renversement de tendance. Mais c'était éventuellement jouable à ce niveau-là, et on voit d'ailleurs que ça aurait bien profité. Mais
ceux qui ont voulu se positionner dans cette baisse-là. C'est pour ça qu'elle a été aussi surprenante et aussi compliquée. Je veux dire, il n'y a pas eu un rebond de plus de 10 points dans toute la séance. Ben voilà, il y a des cas, avec cette approche-là, on n'aurait pas pu profiter de ce mouvement baissier-là. C'est pas grave, je veux dire, c'est un manque à gagner, tant qu'il n'y a pas de perte à la clé, c'est pas dramatique. Et puis si on continue, donc on a pour le coup une tendance baissière qui se met en place. Alors si on aurait pu en profiter, on aurait pu essayer de tenter de vendre lorsqu'on a le retour à la moyenne mobile. D'accord? Donc là, on était aux alentours des 3490 ou quelque chose comme ça, 3390. On pouvait effectivement tenter de vendre sur cette moyenne mobile-là et pour dire je joue la poursuite de la tendance baissière. Alors attention parce que là, dans le cas présent, on avait quand même une tendance qui était allée très fort. On voyait que les Bollinger s'étaient écartés, étaient déjà en train de se resserrer. Donc c'est un peu délicat parce quand les Bollinger se resserrent, on est a priori plutôt en fin de tendance. On est sur des bougies 1 heure, la tendance elle s'est quand même déjà bien développée, donc il y a plus de chances dans un cas comme ça de rentrer en fin de tendance et d'être entre guillemets à contre-pied. Bon, mais même si on était rentré là, ben dans ce cas-là, stop au-dessus de la Bollinger supérieure, c'est-à-dire au moment de l'entrée aux alentours des 3450, et ben c'est le cas de figure où on se fait stopper puisqu'on remonte, invalidation de la tendance, on touche la Bollinger dès le 8 mars, touche la Bollinger supérieure, et derrière, on n'a aucun retour à la moyenne mobile, on monte en ligne droite et on déclenche le stop. C'est des choses qui arrivent. Et cette tendance haussière-là, d'un autre côté, une fois qu'elle se met en place, on ne peut en profiter que lors du retour à la moyenne mobile, un peu plus tard, vers le 10 ou 11 mars. Mais là, on est à nouveau dans un cas où on est sur une configuration un peu plus horizontale, c'était peut-être un peu plus délicat de rentrer. D'accord? Voilà, bon, je pourrais continuer l'exemple comme ça encore assez longtemps. C'était encore une fois une situation très très particulière, assez exceptionnelle. Mais on voit qu'il n'y a pas, bon, il y a un stop sur le démarrage de la tendance, mais voilà. Alors par contre, en D1, on est sur un point bas de canal haussier. Alors après, il aurait fallu effectivement regarder aussi, bien sûr, comme j'ai fait tout à l'heure avec le 1 heure et le 4 heures, aller voir le journalier, où est-ce qu'on est positionné, est-ce que c'est cohérent de prendre une tendance haussière ou baissière en 1 heure, alors qu'en journalier, peut-être on est dans la tendance inverse. Donc toujours bien penser à regarder les différentes unités de temps. Allez, je passe vite aux deux autres exemples, parce qu'il est déjà presque 10h30. Hop. Alors là, c'est un exemple. C'est toujours sur le même. C'était simplement la suite de la tendance du même graphique. Donc avec la tendance haussière qui s'est développée. Et c'est pareil, on voit dans la fin du graphique sur le 13 et 14 mars, on n'a aucun retour sur la moyenne mobile. D'accord? À plusieurs reprises, on s'en approche. Alors aussi c'est une moyenne mobile exponentielle. Bon, on s'en rapproche sans pouvoir rentrer. Bon, c'est comme ça. Par contre, quand on a une, deux, trois fois où on s'approche de la moyenne sans pouvoir rentrer, la quatrième fois quand on y arrive, faites attention à ne pas rentrer à ce moment-là. C'est-à-dire que toujours ne pas oublier, on rentre plutôt sur des points bas et on vend des points hauts. Là, même si momentanément on a un point bas parce qu'on a un petit peu baissé par rapport aux 3580 et quelques, on a quand même une phase haussière assez importante qui a précédé, donc c'est quand même pas idéal pour rentrer. Et puis si on était passé sur une vue journalière, on aurait vu aussi qu'il y avait des résistances relativement importantes à l'approche des 3600 points, donc c'était peut-être pas forcément le moment de rentrer. Ok? Allez, on va passer sur les deux autres exemples et puis je vais essayer de revenir à la question d'Olivier tout à l'heure, en espérant pouvoir y répondre. Alors là, c'est un exemple sur l'euro, donc en bougie 15 minutes cette fois, donc on est sur des unités de temps beaucoup plus courtes. Mais on a à nouveau sur ce graphique-là le problème des périodes de nuit qui font des petites bougies et des Bollinger qui se resserrent. D'accord? Mais bon, indépendamment de ça, on était donc au niveau du 9 mars et puis début de semaine du 12. Donc on avait une tendance haussière en début de graphique au-dessus de la moyenne mobile. Ok. On vient casser cette moyenne mobile, on vient taper la Bollinger inférieure. Donc là, c'est pareil, c'est assez délicat de considérer qu'on a un signal baissier quand on a des Bollinger qui sont aussi resserrés que ça. On a en tout cas une fin de tendance haussière. De là à considérer qu'on a une tendance baissière qui se met en place, c'est un petit peu délicat. Il se trouve que sur le coup, ça aurait fonctionné, mais c'est quand même délicat puisqu'on a des bandes de Bollinger qui sont resserrées, donc ça veut dire un stop relativement proche. Donc c'est pas forcément très pratique. On est en plus en plein dans la période de nuit, donc on voit très bien que ces bougies-là sont pas significatives. Donc faites attention à ces périodes-là. Derrière, on a la tendance baissière par contre qui se met en place dans la journée. Ok, Bollinger, on revient taper la moyenne mobile. On aurait pu éventuellement, pourquoi pas, prendre une position baissière à ce niveau-là au contact de la moyenne mobile. Et derrière, on aurait profité
de la forte accélération baissière qui nous amène jusqu'à la fin de la journée et sur les 1,31. D'accord? Et puis à nouveau, on rentre dans la période du soir où ça s'horizontalise, les Bollinger se concentrent. Donc là, c'est pareil. L'approche vous dit, on vient taper la Bollinger supérieure, la tendance n'est plus en cours. Bon, quand on a quelque chose comme ça, qu'on arrive sur une période de nuit, que ça s'horizontalise, rien ne vous empêche, au lieu de considérer qu'on est sorti de la tendance, qu'on est juste sur une consolidation horizontale et que la tendance peut reprendre. Donc éventuellement, vous abaissez votre stop, vous le positionnez un petit peu plus haut, je ne sais pas, dans le cas présent, sur les 1,3150 ou quelque chose comme ça, en vous gardant une marge de manœuvre, et vous vous laissez la possibilité pour que la tendance reprenne dès le lendemain. D'accord? Donc attention justement toujours à ces bougies de la nuit qui sont perturbantes. Et puis derrière, on a finalement quand même une tendance haussière qui commence à se mettre en place, d'accord? Donc au début, la tendance haussière, elle se met en place réellement que vers 16 heures ou quelque chose comme ça, quand on a l'accélération au niveau de la Bollinger. Prise de position, on attend le retour sur la moyenne mobile qui a lieu vers 21 heures. Donc là, c'est pareil, toujours délicat. Alors on va passer au graphique d'après qui vous montre la suite, d'accord? Donc là, c'est toujours délicat, mais bon, on est quand même dans une tendance, ça peut se tenter. Et derrière, la tendance se poursuit jusqu'en haut, invalidation le lendemain matin, d'accord? Parce que là, c'était une période de nuit, mais on avait une volatilité un petit peu plus importante qu'à l'habitude. Donc là, ça peut éventuellement être exploitable, c'est qu'il y a sans doute des news qui tombent ou des choses comme ça qui font bouger le marché. Et puis derrière, inversion de tendance, on casse clairement la moyenne mobile, on était en tendance haussière avérée, on passe en tendance baissière, on attend le retour sur la moyenne mobile aux alentours de 7-8 heures le matin, d'accord? Et là, on peut jouer la tendance baissière qui se met en place avec une première prise des bénéfices sur la Bollinger inférieure dès le début, en fait, vers 8 heures. Derrière, ça continue un petit peu. Retour sur la moyenne mobile où on peut reprendre une position. Bollinger inférieur à nouveau, et ainsi de suite. Et puis derrière, par contre, on n'a même pas vraiment d'invalidation de tendance d'ailleurs, puisqu'on ne va pas rechercher la Bollinger supérieure, mais quand on remonte franchement au-dessus de la moyenne mobile et que celle-ci interrompt sa baisse, on peut quand même considérer que la tendance s'arrête. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire attention à baisser le stop et se préparer à sortir de position. Allez, voilà pour cet exemple-là. Et puis on va passer au dernier exemple sur le gold. Donc là, on est en journalier, d'accord? Et on avait donc sur le janvier-février une tendance haussière qui s'est mise en place. Ok, donc on aurait pu en profiter avec signal sur le premier impact sur la Bollinger supérieure, achat vers le 24 février quand on touche la moyenne mobile, et derrière prise de bénéfice partiel le même jour, et puis on poursuit derrière. Bon, la prise de position vers le 6-7 février est un petit peu plus délicate, alors c'est 23 janvier, pardon. 6-7 février un peu plus délicate parce que déjà les Bollinger à ce moment-là se resserrent. Mais pourquoi pas tenter la prise de position à ce niveau-là, renforcement, on relâche sur la Bollinger et ainsi de suite. Et puis on a alors je ne sais plus si c'était le 1er de mars ou quelque chose comme ça, la grosse bougie rouge qui enfonce complètement la moyenne mobile et qui vient joindre les deux Bollinger. Donc là on a clairement un signal de fin de tendance et mise en place d'une tendance baissière. On attend le contact sur la moyenne mobile pour rentrer en position. Pas de chance, il n'a pas lieu. Dans un cas comme ça, on ne serait pas rentré en position. Ok, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Alors, une petite chose justement, parce que celui qui serait sur la tendance haussière et qui attend le signal de fin de tendance, là, on voit très bien qu'on a la bougie rouge qui marque la fin de tendance. On est censé sortir sur retour à la moyenne mobile. Or, le retour, il n'a pas lieu. Dans un cas comme ça, quand on voit que ça stagne au niveau de la moyenne mobile, qu'on ne veut pas la toucher, on remonte naturellement le stop d'origine, peut-être pourquoi pas sous cette grande bougie rouge qui donne un signal baissier, pour éviter, si on ne tape pas la moyenne mobile, d'attendre derrière que le marché redescende et revienne à notre niveau de stop d'origine. Quand vous commencez à avoir des gains qui sont corrects sur une position, n'hésitez pas à remonter le stop au moins à l'équilibre pour ne pas repasser dans le rouge et hypothéquer des gains qui étaient corrects au départ. Donc voilà, au départ on met le stop éloigné. Quand on commence à avoir des gains conséquents, si le stop peut être remonté à l'équilibre tout en restant éloigné par rapport au dernier cours, c'est pas un problème. Il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas vouloir trop tout de suite le remonter. Mais dans un cas comme ça, à un moment donné, quand vous sentez que la tendance est terminée, là par contre on peut le remonter de façon plus serrée, il n'y a pas de problème. Alors, une question, peut-on utiliser cette méthode en hebdo ou en mensuel? Est-ce fiable? À tester, mais il n'y a pas de raison. Je dirais qu'il y a plus de raisons que ça soit fiable sur les grandes unités de temps,
parce qu'on n'a plus le problème des bougies de la nuit ou autre, ou bien une bougie hebdo, elle a quand même moins de chances d'avoir des exagérations qu'une bougie 1 heure, qu'une bougie 15 minutes ou autre. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur des unités de temps importantes. D'accord? Mais toujours bien faire attention au contexte avant la mise en place d'un signal. Si on veut détecter une tendance haussière, il vaut mieux qu'il y ait une tendance baissière qui précède ou au moins une tendance neutre. D'accord? Alors, je regarde la dernière diapo, je pense qu'on a terminé. Voilà. Donc, je vais essayer de revenir à la question d'Olivier. Je vais la retrouver parce que je vais renvoyer 2 fois. Alors, au-delà des moyennes mobiles et des Bollinger, sur le CAC, récemment, la tendance s'est inversée. Comment repérer l'inversion d'une tendance? Rupture de la résistance ou support, mixer les tendances avec les supports résistance horizontale, se servir d'indicateurs techniques, fourchette d'Andrews ou autre. Alors, on sort un petit peu du cadre du webinaire. Alors, utiliser des indicateurs techniques, fourchette d'Andrews et autres pour des retournements de tendance, je ne vois pas trop. Moi, j'utilise très très peu d'indicateurs techniques. Je préfère les cours bruts, on est plus proche de la réalité. Un indicateur, c'est juste une façon de retravailler les cours autrement, avec en plus un retard à l'allumage, puisque l'indicateur est toujours calculé avec les cours du jour, plus les cours de la veille et de l'avant-veille, et ainsi de suite, enfin, des unités de temps précédentes. Et donc, il y a toujours un retard à l'allumage. Alors, ça peut être intéressant parce que ça permet de lisser des faux signaux, mais vouloir utiliser des indicateurs pour avoir des signaux d'anticipation, je pense que c'est une belle bêtise. On parle beaucoup de divergence ou de choses comme ça. On peut sentir des choses, mais les gens que j'ai vus utiliser ces approches-là n'avaient pas forcément des résultats sur le long terme qui étaient très probants. Méfiez-vous des indicateurs. Il n'y a pas d'indicateur miracle ou autre qui va vous donner une boule de cristal pour l'évolution du marché. Je crois encore une fois que la meilleure des choses, c'est rester simple, support, résistance, des éléments de base en bougie japonaise, chandelier japonais. Voilà, essayez de rester simple. L'analyse technique, c'est avant tout une traduction de la psychologie des intervenants. Vouloir trop mathématiser les choses et triturer les cours dans tous les sens, les multiplier, et en faire des moyennes, des exponentielles, tout ce qu'on veut, je ne sais quelle dérivée ou autre, il y a un moment, ça a ses limites, quoi. Alors après, est-ce qu'on pouvait voir le retournement de tendance sur les 3006 du CAC? Sur le moment, non. Moi, je dirais que les signaux d'alerte qu'on avait, alors en tout cas avec l'approche des tendances, clairement pas, puisque l'approche au niveau des tendances, si on prend un graphique journalier du CAC, on a le signal de retournement de tendance réellement qu'aujourd'hui, quelque part, puisqu'on vient, après avoir cassé la moyenne mobile, on vient d'aller taper le Bollinger inférieur. Mais bon, on est à 3380, entre 3006 et 3380, il y a de la marge de manœuvre. Ça aurait été bien de pouvoir profiter de la baisse qu'on a déjà eue là. Comme ça, avec cette approche-là de tendance, clairement, on ne pouvait pas l'identifier, d'accord? Ou peut-être identifier des affaiblissements sur des unités de temps plus courtes. C'est-à-dire que vous avez une tendance qui est haussière en journalier, elle est haussière peut-être en 4 heures, en 1 heure, et puis en je ne sais quoi, en 30 minutes ou 15 minutes, et puis à un moment donné, la tendance 15 minutes commence à passer neutre ou baissière, puis ça se propage sur la tendance 30 minutes, 1 heure, 4 heures, et ainsi de suite. Donc quand vous commencez à voir que les unités de temps plus courtes se retournent ou donnent des signaux contradictoires par rapport à la tendance journalière ou hebdo, là ça peut mettre la puce à l'oreille, mais encore une fois ça peut n'être qu'un petit retour à la moyenne mobile de la tendance journalière et derrière que ça reparte. Donc c'était pas forcément suffisant. Moi j'ai commencé à me méfier quand j'ai vu les différents gaps successifs qui ont été ouverts sur le CAC. Donc on en a eu un à 3400 à peu près, on en a eu un autre à 3500, on en a eu un autre à 3550, on a ouvert 3 gaps en l'espace d'une semaine. Bon là c'est quand même un signe en tout cas d'exagération qui demande à faire attention. Et puis on commençait à arriver sur des niveaux de résistance au niveau des 3006, 3650 qui étaient des résistances relativement importantes, horizontales et obliques sur un horizon moyen terme. Donc c'était des niveaux sur lesquels en tout cas il s'agissait de faire attention et de surveiller un possible retournement de tendance. Le problème, c'est que dans le cas présent de ce qu'on a eu ces jours-ci, on n'a pas eu de configuration en chandelier japonais particulière, pas de gros avalements baissiers ou de belles mèches hautes qui revient de pendu ou je ne sais quoi, qui pouvaient faire penser à un retournement de tendance assez marqué. Bon, est-ce qu'on est sur une simple consolidation un petit peu plus poussée que les autres et qu'on va repartir à la hausse, j'en sais rien. Mais dans le cas présent, on n'avait pas de signaux de retournement de tendance particuliers avec les outils classiques qu'on peut utiliser. Voilà, on ne peut pas tout anticiper non plus. Par contre, il y avait moyen de profiter de cette tendance haussière-là. Je dirais que dès la mi-janvier, fin janvier, on avait des signaux de tendance qui étaient relativement clairs.
On a eu plusieurs appuis sur la moyenne mobile pour pouvoir la jouer. Alors, il y a eu une alerte assez sérieuse le 6 mars avec la forte bougie rouge, qui a pu commencer d'ailleurs à donner un premier signe, même si on n'a pas tout à fait touché la boulangerie inférieure, on a quand même un premier signal d'alerte qui mettait en danger la tendance haussière. C'est reparti derrière de façon un petit peu surprenante, hein. C'était quand même une configuration assez exceptionnelle. Voilà, on ne peut pas toujours tout anticiper, en tout cas avec une seule et même approche. J'espère que j'ai répondu à la question, j'espère que j'ai pas été trop long non plus. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors l'approche est-elle également profitable? Alors c'est un message en privé, hein. Essayez de bien penser à mettre les messages pour tout le monde. Pour une gestion moyen terme, action, je ne sais pas si j'ai répondu ou pas. Oui, si sans doute oui, puisqu'en plus je suis remonté sur la file, pardon. A priori, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, il y a Gilles qui vient de nous rejoindre en privé sur le chat, donc il dit qu'on peut utiliser le MACD pour aider à détecter les retournements de tendance. D'accord? Donc c'est un indicateur, moi que j'utilise assez peu. Il y a des cas où ça va marcher, effectivement, ça va vous donner un potentiel retournement de tendance. Encore une fois, il faut essayer de confronter différents indicateurs ou différents signaux plus qu'indicateurs. Ça peut être des niveaux de résistance, les gaps dont je vous ai parlé qui a priori appelaient au moins une petite consolidation du marché, pas forcément un retournement, mais en tout cas une petite phase baissière, et puis après on ne sait jamais ce que ça peut donner. Voilà, il y a pas mal de choses, il ne faut pas non plus vouloir utiliser trop d'indicateurs et trop d'outils, parce qu'on finit par ne plus rien y voir. Il y a toujours des indicateurs qui vous donnent un signal haussier, l'autre baissier, et on finit avec trop d'informations, on n'arrive à plus trop savoir comment agir. Voilà, donc Gilles nous indique quand même que les histos du MACD se sont retournés le lendemain des 3600 sur le CAC. Donc pour le coup, on avait un signal qui était effectivement intéressant. Après, encore une fois, c'est le genre de choses qu'il faudrait backtester sur plus long terme pour voir vraiment la pertinence. Ça reste de toute façon intéressant de confronter quand même plusieurs éléments. Là, on avait une tendance haussière qui était quand même en place depuis la fin du mois de décembre. Et même si on remonte un peu plus loin, oui, disons depuis la fin du mois de décembre, on a eu quand même une belle hausse. On pouvait se dire, il y avait des chances qu'à un moment donné, elles finissent par se retourner. C'est un raisonnement qu'on aurait pu tenir sur les marchés américains, et on voit qu'elle est peut-être tout juste en train de se retourner en ce moment même, alors que ça fait 3-4 mois qu'ils montent, eux, en ligne droite, et de façon encore plus impressionnante que ce qu'on a pu avoir sur le CAC. Donc il faut se méfier aussi de ce genre de raisonnement. Ça a déjà beaucoup monté, je vais me positionner en short pour jouer la baisse. Oui, mais ça peut monter des fois très longtemps. Les marchés américains, ils ont monté comme ça en ligne droite pendant à peu près 6 mois entre septembre, enfin 5 mois et demi, entre septembre 2010 et février 2011. Quoi. Et encore, c'est juste Fukushima qui a fait se retourner les marchés, qui était un truc complètement imprévisible au départ et exogène par rapport au fonctionnement des marchés. Et ils ont même repris un petit peu de hausse sur les mois suivants, et c'est vraiment qu'au mois de mai qu'on s'est réellement retourné. Donc faire attention, les tendances comme ça, haussières ou baissières, elles peuvent durer souvent bien plus longtemps que vous ne serez solvable si vous prenez des positions trop contrariennes et surtout trop risquées par rapport à votre money management. Voilà, alors revoir le webinaire, oui, a priori, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il sera disponible sur le site de CMC Market. Le plus simple, ça serait de contacter les personnes que vous avez eues pour vous confirmer l'inscription si ce n'était pas moi. Sinon, je vous enverrai les coordonnées des commerciaux de CMC Market, mais normalement le webinaire devrait pouvoir, il est enregistré, d'ailleurs il va falloir que je pense à couper l'enregistrement, et il devrait être disponible sous quelques jours, je pense, sur les sites de CMC. Voilà, donc ce que me confirme Gilles, ça sera diffusé également sur nos sites, donc sur boursicoté.com et sur fenêtre-sur-cours.com. Je vous invite bien sûr à venir nous voir régulièrement pour des formations, des webinaires, des conseils, tout ce que vous voulez. Voilà, pour la gestion sous mandat, vous avez l'adresse email qui est marquée là. Alors, une dernière question peut-être, allez, il est quand même 11h moins le quart, j'ai bien débordé. C'est bon? J'ai répondu à peu près à tout. Bon, bah écoutez, merci à tous. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur nos sites respectifs, donc Boursicoté et Fenêtre sur Cours. Donc, on travaille de plus en plus de concerts avec Gilles. On va s'associer très prochainement. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir l'un ou l'autre pour poser des questions ou pour d'autres aspects. Voilà, très bien. Bonne fin de soirée et à bientôt.